Bienvenue au premier podcast de Jeune Boss de Truck. Pourquoi faire un podcast Jeune Boss de Truck? Vite, je l'explique. Ghislain Tessier, propriétaire de Transport ATD. J'avais ma page Jeune Boss de Truck. Puis je m'ennuyais de parler toute seule. Fait que plein de sujets, plein de choses. J'avais de l'interaction, mais après mes vidéos. Puis moi, j'étais un gars de... J'ai une grande gueule, mais imaginez quand on met des acolytes à côté, ben j'en ai encore une plus grande. Fait que mon défi pendant les podcasts, ça va être de fermer ma bouche puis d'écouter les gens. Ce que je vais faire dans mes podcasts, c'est que je vais rencontrer des gens dans le transport que je trouve que ça va apporter un nouveau souffle, parce que sur les réseaux sociaux, présentement, ce qu'on voit, c'est du chiolage. Beaucoup de chiolage. On pointe du doigt nos copains pour dire qu'ils ont mal fait. Puis on chiale après les employeurs qui ne payent pas assez. Les employeurs chialent après les employés qui ne travaillent pas bien. Bref, c'est que du chialage. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rencontrer dans les prochains podcasts des jeunes entrepreneurs comme moi pour voir leur vision de jeunes boss de truck aussi. Puis, je suis vraiment content aujourd'hui parce que on a fait une activité de karting avec la compagnie. Puis, j'ai découvert une vision que j'avais pas, que ça a l'air très stupide, mais moi, j'ai pas voyagé tant que ça dans ma vie. J'ai jamais été en Europe. Puis juste une petite discussion avec Mathias qui est avec nous. Puis c'est fou que de tous les sujets qu'on a parlé, puis moi, je voulais rester encore là 4-5 heures juste pour écouter tout ce qu'il me racontait, puis j'étais vraiment inculte. Mais je me dis que je suis peut-être pas toute seule à être inculte de jamais avoir été en Europe ou de pas connaître comment ça fonctionne. Fait que ce que j'ai décidé aujourd'hui, c'est d'accueillir mes deux acolytes. Je vais avoir Guillaume Morel. C'est comme ça qu'on le dit? Hein? Oui. OK, je vais juste être sûr. Puis Mathias Daniel. Oui. Bienvenue. Vite, on commence avec le plus jeune. Ouais. C'est-tu comme ça? J'ai bluffé que c'était Guillaume le plus jeune, mais... Ça se voit, c'est moins blanc. Ouais, des fois, là, c'est Grey Solution ici, là, on peut se teindre. Donc, Guillaume, vite fait, je veux juste apprendre, toi, ton parcours dans la vie. Qu'est-ce qui t'a apporté à être camionneur? Fait que t'as parti de où? C'est quoi ton cheminement? Puis, j'aimerais ça avoir c'est un long cheminement. Bon, déjà, à l'origine, je suis fils de camionneur. Donc, mon père, il a fait un peu plus de 40 ans de route en Europe. Mm-hmm. Donc, j'ai grandi comme ça. J'ai vu mon père de temps en temps. Je le voyais le dimanche. Et puis, après, ça a changé la réglementation en France, qui fait que je l'ai vu un petit peu plus. Puis après, moi, j'ai eu un parcours professionnel au début où j'étais un peu distant du camionnage, puisque je suis rentré dans l'armée en France. Et j'ai dû quitter l'armée, contre ma volonté un peu. Mais de par l'armée, sur la fin, j'avais tendance à conduire des camions. OK. Je me suis rendu compte que j'aimais bien ça. Après, de là, je suis parti dans le remorquage. Mais vite, pourquoi quitter l'armée? T'étais forcé, t'as dit? Ouais, j'étais forcé, parce que j'étais blessé en service. Ah, OK. Et donc, j'ai dû quitter l'armée, contre mon gré. Et donc, je suis parti dans le remorquage, où là, j'ai découvert la conduite. Je suis quand même, après de là, j'ai essayé de voir si je pouvais faire autre chose de ma vie. J'ai fait plusieurs petits jobs différents, dont j'ai travaillé en bureau. Je me suis rendu compte que la vue en bureau, elle est moins belle que derrière un pare-brise. Mm-hmm. Et du bureau, je suis parti dans le dispatch, dans le transport de carburant. Et puis, j'ai fait un burn-out. OK. Et donc, j'ai fait une reconversion professionnelle et une grosse remise en question. Puis, je me suis rendu compte que ce que je préférais, c'était d'être sur la route. Donc, c'est là que je me suis mis à rouler. Et puis qu'après, on s'en est venu au Québec pour continuer à rouler plus, voir plus loin, changer le décor du bureau. Oh oui, exact. Voilà. OK. En gros, c'était mon parcours. Puis le remorquage, comme tu disais, là, c'est comme ici des towing qu'on appelle? Oui, c'est ça. Okay. Ouais, je fais du towing. J'ai fait un peu plus de 2 ans dans le towing. Dans le towing de camion ou celle d'automobile? J'ai fait les deux. J'ai participé un petit peu au camion, un petit peu à l'automobile. En fait, c'était... on était un peu multicarte. Quand il fallait aller sur du gros towing, sur des camions, on y allait. Quand c'était donner un coup de main sur les autos, il fallait y aller sur les autos. Enfin, c'était un petit peu... En fait, je sais pas ici, je connais pas trop les sociétés de towing ici, mais en France, pour ma part. Après, en Europe, j'ai pas fait d'autres pays que la France. Mais le towing, les sociétés de towing s'occupent aussi bien des poids lourds que des autos. Tout ce qui a un moteur
et des roues qui peut être remorqué. OK. Voilà. Et puis... Puis les towing là-bas, est-ce que c'est des... Tu sais, ici, c'est des mastodontes, là, sont immenses. Alors... est-ce que c'est le même type de... C'est sensiblement pareil. C'est qu'en fait, c'est juste l'avant du truck qui change, quoi. C'est que sur un towing pour le poids lourd, ça va être un camion européen. Mm-hmm. Et l'arrière ressemble sensiblement à ce qu'on peut trouver ici. Ça peut être... je sais pas ici, je m'y suis pas trop intéressé ici, mais je sais que nous, on avait ce qu'on appelait des rotators. Mm-hmm. C'est des grues qui tournent, ouais, des NRC ici, là, qui en fait au Québec, qui en exportent beaucoup, là, la sorte. Là. Ouais, ben je sais qu'ils tournent, là, justement. Là. Voilà, donc c'est à peu près la même chose. Hein. Dans la méthode, je pense que ça travaille à peu près pareil. Après, on travaille sur tout ce qui est relevage. C'est à base... on fait beaucoup avec des coussins de relevage. Okay. Je sais pas si ça se fait ici. Je sais pas, moi j'en ai pas vu ben, j'en ai pas fait tant que ça, là, du remorquage. Quand un camion se couche, on utilise des coussins donc qu'on vient glisser sous le truck. Mm-hmm. On a des pompes pour les gonfler, on gonfle les coussins, ça relève le truck, on le sécurise avec le rotator ou autre. Mm-hmm. Et quand on le relève, on le remet sur ses roues et puis et puis après on le charge et on le remorque. Après par contre, je crois qu'ici j'ai jamais vu d'ensemble au complet remorqué. Il me semble qu'il remorque le trailer d'un côté et le tracteur de l'autre. Je sais que moi j'en ai eu de mes camions là, qui les sortent de l'autoroute. Là. Ouais. Fait qu'il faisait il pluguait les deux puis il sortait, mais de faire une grande route là-dessus, là, non, ils prennent la remorque ou le camion. Là, mais... Non, on prenait l'ensemble et on remorquait tout l'ensemble. Après, les ensembles sont plus courts. Ouais. Donc... Ouais, puis tu sais, je vais avoir peut-être justement une compagnie de remorquage sur une bosse de truck un jour qui va venir me dire que j'étais tout faux, là, mais il me semble qu'il tire juste un bois. Ouais. Ça pourrait être intéressant à discuter. Mm-hmm. Fait que là, une fois le remorquage a été fait, puis tu es tombé dans mais le burn-out, c'est que toi, c'est venu par pas le bon choix de carrière ou l'épuisement par trop travailler? Ou? Non, je pense que c'est pas le bon choix de carrière. Enfin, je pense que ça a été une accumulation de tout, puisque quand j'ai quitté l'armée, c'était pas prévu, donc il a fallu que je rebondisse, plusieurs petits jobs, arriver à faire vivre ma famille, et puis essayer toujours à garder en tête de me dire je vais trouver la bonne voie, je vais trouver la bonne solution, et toujours vouloir aller de l'avant, et au bout d'un moment on se fatigue. Quand je suis arrivé dans le dispatch, c'est pour ça que ce que je dis à mon dispatch souvent, je comprends un peu ce qu'il vit, c'est que ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, quoi. C'est que la pression elle est montée et puis au bout d'un moment ça finit par lâcher, quoi. Ok. Donc voilà, donc c'est pour ça que même les podcasts sur le burn-out, ça me parle bien. Je comprends. De quoi on parle. Ok, puis comment t'as fait pour t'en sortir justement du burn-out? C'est-tu une grande pause? Tu été obligé d'aller consulter? C'est comment que tu... Ça a plutôt été une pause. On va dire c'est ma blonde qui m'a aidé à m'en sortir. C'est elle qui m'a dit... en fait, elle le voyait arriver. À la maison, ça devenait difficile. Et c'est elle qui m'a dit écoute, arrête tout. On va changer de direction, faire autre chose. Mais arrête parce que ça peut pas durer comme ça. J'ai tout stoppé. J'ai mis du temps avant de me dire de tout arrêter. Et puis après, ça a été une grande pause. On va dire, peut-être 2-3 mois. Okay. Où là, il n'y a eu plus rien. Et puis le temps de réfléchir, de se poser. Puis c'est là qu'est venu en place le projet aussi de s'en venir pour le Québec. OK. Puisque ça a été... d'un point de vue professionnel, j'avais l'impression d'avoir fait le tour, de ne pas avoir trouvé. Et puis on s'est dit pourquoi pas tenter quelque chose de nouveau, essayer de... Et puis on va dire que le Québec m'a aussi soigné. OK. M'a aussi soigné, ouais. Ah ouais? Ouais. OK. Ouais, ça fait... Ça a été un changement, ça fait du bien. Puis de se lancer dans le vide comme ça, on commence comment? Parce que même moi, là, me dire, OK, c'est facile de dire je m'en vais, mais là, il faut vendre notre maison ou vendre tout ce qu'on a comme bien ou là, on peut pas tout transférer ici? Déjà, ça commence par... déjà, avant de se dire on s'en va quelque part, déjà savoir où on va. Oui. C'est déjà important. On n'était jamais venu en Amérique du Nord. Moi, de par l'armée, j'avais fait que l'Amérique du Sud et l'Afrique, donc j'avais pas vu au-dessus. Et puis, donc déjà, savoir où on va, comment on y va.
qu'est-ce qu'on a le droit, comment on peut faire pour travailler, donc déjà, il faut se renseigner d'un point de vue de l'immigration, parce que c'est pas... Et bien souvent, on ne s'en rend pas compte de ce que c'est tant qu'on ne l'a pas vécu, parce que par exemple, en France, il y a des immigrés, mais je ne me suis jamais posé la question de savoir comment ils étaient venus. Et c'est en découvrant comment il fallait faire que je me suis dit, c'était peut-être pas facile pour eux non plus. Et puis, donc, on se renseigne, quels moyens, comment on peut faire pour pouvoir travailler, toutes ces choses-là. Donc, une fois qu'on s'est renseigné là-dessus, on s'est dit, nous, on est arrivé ici par le biais ça s'appelle le PVT, c'est le programme vacances-travail. Donc, ça nous donne droit à un permis de travail ouvert qui nous permet de travailler dans n'importe quelle compagnie, mais pendant 2 ans. Et donc, ça fonctionne par tirage au sort. Okay. Donc, on s'inscrit dans un bassin, on est pigé. On a eu la chance avec ma blonde d'être pigés tous les deux. Et puis, une fois que ça a été ça, on s'est dit, ça y est, maintenant on a le droit d'y travailler. Maintenant, il faut qu'on voit comment on s'organise pour partir. Mm-hmm. Donc là, on a tout vendu. Tout ce qu'on avait, on a tout vendu. On a rendu notre logement. On a été logé chez nos beaux-parents pendant 3 mois, le temps de finir de tout vendre. J'avoue. Et c'est pas tous les jours facile. Non, ça. Parce qu'une fois qu'on a quitté le foyer familial, de revenir en cohabitation dans un appartement avec les beaux-parents, j'ai de la chance, je m'entends bien avec eux, mais voilà, c'est pas toujours évident. Mm-hmm. Et puis après, prendre les billets d'avion, tasser toute notre vie dans 6 valises. Et puis s'en venir dans un pays qu'on connaissait pas. Aviez-vous votre garçon? Oui. On en a 2. Ah, 2? Ouais. Ah, crème, je savais même pas, désolé. Si, ouais, j'en ai 2. Le plus grand, il a 15 ans, donc lui, il est déjà... c'est un gamer, lui. Mais lui, quand même, il faut qu'il suive, il a changé d'école, changé d'environnement total. Il avait, si je dis pas de bêtises, 12 ans ou 13 ans. 13 ans. Quand on s'en est venu. Donc, après, ça a été un choix familial. S'il y en avait ne serait-ce qu'un qui disait non, on oubliait ça et puis on partait sur autre chose. Fait que même les enfants avaient le goût. Oui, ils avaient le goût. OK. Ils avaient le goût. Et puis aujourd'hui, ils ne regrettent pas. OK. C'est quoi la perception du Québec quand on est de l'autre côté? On voit ça comment? C'est-tu le rêve américain ou c'est vraiment plus canadien? Ou comment on est-tu inclus dans... Je pense que ça va avec le rêve américain. Sauf que c'est le rêve américain où on peut parler français. Donc ça facilite les choses pour beaucoup de choses, ça facilite. Mais après, moi, le Québec, je le voyais différemment. Après, là, je parle beaucoup, mais... non, c'est correct. Je reviens sur... quand j'étais enfant, quand j'étais tout petit, je devais avoir 7-8 ans. J'ai un cousin qui est âgé de 10 ans de plus que moi, qui était venu en vacances au Québec. Et quand il était revenu chez nous, il avait ramené, on appelle ça des sets de table là, pour poser les assiettes. Mm-hmm. Il y en avait un de Montréal, avec une photo de Montréal, et un avec la photo de Québec, qu'il avait amené chez mes grands-parents. Ce qui fait que depuis tout petit, je mangeais soit sur Montréal, soit sur Québec. Donc j'étais toujours resté avec cette chose-là en tête. Et puis mon père, dans les années 90, voulait s'en venir au Québec pour faire camionneur. Puis c'était un projet qui était tombé à l'eau parce que ma mère avait peur du froid. Donc c'était... Puis à l'époque, il n'y avait pas d'internet, donc on ne pouvait pas se renseigner sur comment c'était ou quoi. Puis donc c'était toujours quelque chose qui était resté dans un coin de ma tête en me disant je veux aller voir, puis plutôt que d'y aller en vacances, pourquoi pas essayer d'aller y vivre. Ben oui, puis jamais venu, là, jamais jamais. Mettre le pied une semaine ou deux. Puis, non, jamais. Donc on a été très surpris quand on est arrivé parce que c'était pas... on va dire pas l'image qu'on en avait, puisque justement du fait qu'on parle français au Québec, on s'était dit qu'il y a quand même une certaine part de peut-être du côté européen peut-être qui va être sur place. Donc on s'attendait à trouver des Peugeot, des Renault, toutes ces choses-là. Ouf, il n'y en a pas. Non. Et ouf, il n'y en a pas. Ce qui fait quand on est arrivé, c'était plutôt une agréable surprise de se rendre compte que finalement il y avait... moi je me rappellerai toujours, je pense peut-être toute ma vie, c'est quand on est arrivé, donc on a atterri à Trudeau à Montréal. On a pris après le bus Orléans Express pour aller sur Trois-Rivières. Et à la première lumière, en quittant Trudeau, il y a un camion de pompiers qui est passé. Et la sirène et le camion de pompiers, ça m'a fait dresser les poils sur les bras. C'était, pour moi, c'était waouh. C'était, je m'attendais pas à ça. Donc c'était un tout. Quoi. Parce qu'en Europe, ils sont plus silencieux. C'est pas la même sirène, c'est pas les mêmes camions. Ça n'a absolument rien à voir. Ça se rapproche plus ici, bien que pour avoir parlé avec des pompiers québécois qui eux, par exemple, celui avec qui j'avais parlé avait une admiration pour les pompiers new-yorkais.
pour moi, de voir les pompiers québécois, j'avais l'impression de voir les pompiers new-yorkais, quoi. C'était déjà autre chose, quoi. C'était pas la même coche, quoi. Puis, comment choisir la ville où on habite? C'est qu'on choisit où est-ce qu'on va avoir un emploi au départ ou qu'est-ce qui t'a fait choisir? À l'origine même de notre projet, on voulait s'isoler, on voulait vraiment vivre le Québec profond. Donc à l'origine de notre projet, on voulait s'installer à La Tuque. C'est profond. Ouais. Et puis finalement, ma blonde est revenue dessus en disant oui, peut-être nous ça va aller, mais les enfants, peut-être les écoles, tout ça, ça risque d'être un peu plus compliqué. On voulait pas. Après, je veux pas rentrer dans des. Mais on voulait pas Montréal parce qu'il y avait trop de Français à Montréal. Et on voulait pas Québec parce que peut-être un peu trop européen par rapport à ce qu'on envoyait. Et on voulait vraiment vivre le Québec. Après, grande ville, pas trop. Bon, on s'était dit Trois-Rivières, ça peut être le bon compromis. C'est entre Montréal, entre Québec, on n'est pas trop mal, mais on se disait c'est peut-être encore trop la grande ville. Et puis on a trouvé un petit village sur la rive sud de Trois-Rivières. Et puis on s'est dit c'est là qu'on va s'établir. Et puis c'est ce qu'on a fait. Et là, aujourd'hui, ma blonde a trouvé un emploi à 50 mètres de chez nous. Quand on discute d'un projet d'achat immobilier, c'est notre village, rien d'autre. Ils veulent pas aller habiter ailleurs. C'est là que tout s'est arrêté. Et puis on y est bien. Ouais. Ah oui, on y est très 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 bien. Il n'y a pas des moments que vous dites crime, ça me manque ou. Ça me manque. C'est peut-être sur le côté culinaire des fois que que certaines choses vont manquer. Ouais. Parce que c'est pas la même cuisine. Mm-hmm. Mais on arrive à pallier. Au début, dans les premiers temps, oui, il y a des moments de solitude où on se dit est-ce qu'on a bien fait? Qu'est-ce qu'on a infligé à nos enfants? Mm-hmm. Est-ce qu'on a fait le bon choix? Est-ce que c'est beaucoup de questions, beaucoup de remises en question? Puis finalement, après, on regarde dehors, on regarde ce qui se passe, on regarde le niveau de stress, on regarde toutes ces choses-là, puis on se dit oh non, c'est bon, on a fait le bon choix. Okay. Et puis non, après des choses qui manquent. La famille, le manque, moi je m'y suis déjà fait, puisque quand je me suis engagé à l'armée en France, j'avais déjà fait une coupure. Et puis non, ça va. Enfin, c'est peut-être les amis, mais on se dit, on leur offre la possibilité de pouvoir venir visiter le Québec. Mm-hmm. Mm-hmm. S'ils viennent en vacances, ils auront un pied à terre pour venir visiter, peut-être 1 semaine, 2 semaines. Et puis voilà, donc c'est quelque chose, on s'y est fait. Puis la première hiver, ça n'a pas été trop pire ou? Non, déjà on est arrivé au mois de mai. Quand on est arrivé, on avait prévu les manteaux d'hiver pour le mois de mai. On a transpiré de l'aéroport jusqu'à chez... Il fait froid, mais pas tant que ça. Et on voyait tout le monde qui nous regardait avec des grands yeux. Et on s'est dit, bon, c'est déjà affiché sur notre front, on n'est pas d'ici. Touriste. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est en plein ça. Et puis non, premier hiver, on avait hâte de la première neige. Mm-hmm. Bon, déjà, quand on est arrivé au mois de mai, on a appris qu'elle avait fondu 1 ou 2 semaines avant qu'on soit arrivé. Et nous, on commençait à dire à tout le monde « Oh, c'est dommage, on voit pas la neige, c'est dommage. » Mais on s'est rendu compte à la fin du premier hiver qu'on a dû les faire comme chier à leur dire ça, parce qu'on était tannés aussi. Rendu en mai, la neige, là, ça fait longtemps que... Oui. Donc non, puis ça s'est fait. C'était intéressant. C'était, on va dire, intéressant de voir comment c'était. Okay. Après, le deuxième hiver, on savait à quoi s'attendre. Donc, quand il est arrivé, on s'est dit, allez, c'est reparti. Est-ce que c'était difficile de se trouver des emplois au départ? Ben, non. Honnêtement, non. Parce que en France, j'avais fait une formation, moi, de opérateur de machinerie lourde, qui n'est pas reconnue au Québec. Mais j'avais été postulé, je ne sais pas si je peux dire le nom de la compagnie. Sûrement. Ouais. Donc, j'avais été postulé chez Belmar, à Trois-Rivières. Parce que moi, ce que j'avais vu, c'était les camions, l'oversize, tout ça. Je m'étais dit pourquoi pas. Mais j'avais pas mon classe 1, puisque les permis français ne sont pas reconnus au Québec, sauf le permis auto. Ouais. Donc il faut tout repasser. Donc moi, il a fallu que je repasse mon classe 1. Et le temps de repasser mon classe 1, ils m'ont dit, si tu veux, vu que tu as une formation d'opérateur de machinerie lourde, on a des plateformes d'enfouissement, on peut t'offrir de la job. Donc 2 semaines, 2 semaines après être arrivé au Québec, j'ai
J'ai de suite pris chez Belmar un opérateur de machinerie lourde sur plateforme de recyclage. Okay. Donc ça a été de suite. Pour ma blonde, ça a été un peu plus compliqué puisque quand on est arrivé, on n'a acheté qu'une seule auto au début. Donc c'était moi qui m'en servais pour aller à la job. Elle se retrouvait à pied. Donc à pied, c'était un peu plus difficile. Surtout que on avait choisi de se mettre à la campagne. Mm-hmm. Donc ça a été un petit peu plus compliqué. Puis après, une fois qu'on a eu la deuxième voiture, c'est parti. C'est parti en suivant. Puis après moi, ça s'est enchaîné, le permis classe 1, et puis dans le camionnage, celui qui dit qu'il ne trouve pas de la job dans le camionnage, c'est qu'il met de la mauvaise volonté. Ouais. Non, mais il y a un énorme problème, là, parce que nous, quand il arrive ici et qu'il dit ça fait 6 mois que je cherche un emploi et j'en trouve pas, ouf, déjà, on dit on cherche pourquoi? Parce que des compagnies de transport, il y en a à tous les coins de rue. J'en connais pas une qui ne cherche pas un employé. Fait que c'est récurrent, là. C'est tout le temps. Après, je sais pas, peut-être que les exigences des uns ne correspondent pas aux offres des autres, je sais pas. Mais je veux dire, si on n'est pas, entre guillemets, trop exigeant, on arrive à... Enfin, celui qui veut travailler, mais qui regarde pas trop peut-être autour, il arrive à trouver de l'ouvrage très facilement. Après, on peut se permettre, après, une fois qu'on a mis le pied dedans, de choisir, quoi. Non, puis à date, je peux vous lancer des fleurs, là, les Français ou les Européens qui sont venus ici, là, criment l'entrevue, là, la présentation, le respect qu'il y a aussi envers les gens quand on vient passer l'entrevue, quand vous venez passer l'entrevue. Wow! Il y a des Québécois là, qui arrivent ici, là, puis c'est tabarouette, ça est tout croche, habillé tout croche, ils arrivent, ils sacent, ils n'ont pas de CV, ils n'ont rien, ils se présentent tout croche, là. C'est pas intéressant pour nous. Puis on s'était rencontrés quand j'ai fait un salon de l'emploi. À Boucherville. Oui, tu étais venu me voir pour le jeune boss de truck, justement. Puis, tu sais, Guillaume, il arrive, il est droit, il est carré. J'avais dit à Maryse, tabarouette, tu sais, des gars qui arrivent comme ça, on n'est pas habitués. On arrive, c'est plus. Comment je pourrais dire ça? Les camionneurs, justement, qui cherchent d'emploi, qui en cherchent de même, qui butinent de temps en temps, mais justement, c'est la personne qui cherche toujours, là, qui a un CV de 7-8 pages, là, que c'est jamais assez, c'est jamais bon. Fait que la présentation est moins bonne. Je pense qu'après, c'est parce qu'aussi, on vient d'un endroit où il y a peut-être moins d'ouvrages. Donc il faut arriver, enfin nous ce qu'on nous apprend, et surtout moi je l'avais appris quand j'avais fait ma reconversion après l'armée, c'est à toujours essayer de se mettre en avant, de se démarquer des autres, donc toujours d'essayer d'être propre sur soi, d'être respectueux, d'être toutes ces choses-là. Ce qui fait qu'après c'est quelque chose qui est ancré en nous, et c'est vrai que à ma première entrevue, quand je suis arrivé ici, pas chez ATD, mais quand j'étais surpris de voir comment ça se passait. Enfin, moi, j'avais été m'acheter des beaux vêtements, d'être propre sur soi, et j'avais été reçu. Mon chef à l'époque était en cap d'acier avec la casquette et tout ça, et c'était quelque chose. Quand je suis ressorti de là, je me suis dit waouh. Enfin, je m'attendais à un costume cravate, quelque chose. Et en fait, mais par contre, enfin, pour nous, de notre côté, d'être reçus comme ça, c'est beaucoup plus agréable, beaucoup plus détendu, beaucoup plus... Il y a moins de stress, il y a moins de... Quorum ou ben pas de quorum, mais de dire comme... De stature de je suis le patron, toi t'es l'employé, fait que de différence là, entre les deux. En France, même je pense, généralement en Europe, la posture patron-employé, elle existe vraiment, et... Bon, à part certaines petites entreprises où le patron, il fait tout, enfin voilà. Mais dès que ça devient une grosse entreprise, limite le patron, on va même pas le voir en fait. On va même pas le voir. Okay. On va avoir affaire au DRH et puis c'est tout. Le patron, on va le croiser, limite, il va nous dire bonjour, quoi. C'est différent. Comme une fois, on avait la discussion sur comment vous appelez, dire Monsieur Tessier ou... Oui, mais puis bien, je vais juste toucher le fil. Ouais. Puis... Non, puis, tu sais, au départ, moi, je déteste me faire appeler patron ou boss ou, tu sais, on est tous ensemble, là, fait que c'est Ghislain. Souvent, c'était Monsieur Tessier, je crois, hein, que tu m'écrivais ou... non, boss. Et puis après, c'était là qu'il y avait eu... j'aime pas trop qu'on m'appelle boss. J'ai dit, ouais, mais Monsieur Tessier, ça fait un peu vieux par rapport à l'âge. Non, Ghislain, c'est correct. Oui, c'est ça, exact. Mais, c'est vrai qu'au début, c'est des choses, oui, qui... Après, ici, c'est plus facile aussi. Ouais. Parce qu'il n'y a pas le vouvoiement. Non. Il existe quasiment pas. Ben, moi, c'est surtout quand on ne se connaît pas ou qu'il n'y a vraiment pas de proximité.
là, je vais prendre le vouvoiement. Que je connais pas vraiment la personne, puis là, je vais le faire, mais sinon, moi, je trouve que si je mets un vouvoiement, déjà là, on pose une distance entre nous deux. Fait que c'est pour ça que j'aime tutoyer, j'aime qu'on m'appelle par mon prénom. Puis je vais vous appeler par votre prénom aussi. Puis c'est pas le but de vous insulter, là. Mais c'est vraiment, moi, j'aime avoir une proximité avec les gens que je connais. Fait que si vous voyez quelqu'un, c'est que je le connais pas. Mais c'est comme ça que moi, ma vision du vouvoiement. Parce qu'après aussi, c'est peut-être une question, enfin, pas de caractère. J'aime pas dire en France c'est comme ça, ici c'est comme ça, de faire des différences, mais bon, les différences elles sont là. Mais c'est peut-être aussi une différence de caractère, c'est que je pense qu'ici peut-être qu'un boss est vu comme un boss et il n'a pas besoin d'appuyer une certaine, de vouloir mettre une distance pour dire hey, c'est moi le boss, tu me respectes, et que si on casse la distance, il va y avoir un manque de respect ou il va y avoir quelque chose. Et je pense que ça y joue aussi beaucoup, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, de patrons de société en France ou après peut-être en Europe aussi, mais qui aiment bien justement mettre cette distance-là pour dire hey, c'est moi le boss. Oui, puis c'est culturel. En France, c'est culturel. Le vouvoiement est culturel en France. Voilà, okay. On n'a pas élevé les cochons ensemble. Et voilà, même dans les familles, souvent tu vas même pas tutoyer ton beau-père. Ben, moi, je vois, ma mère et mes grands-parents se voyaient beaucoup. Okay. Mais ma mère a toujours vouvoyé ses parents. Puis ça, nous, on l'a perdu comme dans une génération, là, mais je vois là avant, c'était vraiment, c'était vraiment très gros manque de respect si on ne voyait pas notre grand-mère au départ. Là. Okay. Mais ça a changé dans les dernières générations. Là. Ça évolue aussi, c'est sûr. Exact. Vite, justement, on t'entend parler. Je vais switcher pour faire respirer un petit peu Guillaume. Mathias, ton parcours, par où est-ce que ça a commencé, toi, dans l'emploi ou ton cheminement à l'école? Alors, moi, en fait, j'ai dû avoir envie d'être camionneur peut-être à l'âge de 12 ans. Je savais déjà que ça serait... Alors qu'il n'y avait personne. Vraiment personne dans ma famille qui chauffait les camions. Non, je n'étais jamais monté dans un camion, même étant petit. Donc à 12 ans, j'avais envie de faire ce métier-là. Donc, en les regardant, c'est ça qui t'attirait ou c'est les émissions à la télé ou c'est quoi qui les voir passer? Ouais, regarder les camions. J'ai toujours aimé la route. Quand on partait en vacances avec mes parents, même si on partait tard, le seul qui dormait pas dans la voiture, à part le conducteur, c'était moi. Quoi. Oui, j'espère. Mais j'ai toujours aimé la route, rouler. Donc déjà en voiture, j'étais heureux. Et puis après, je me suis dit, camion, les camions, c'est un truc, quoi. Et, donc j'ai fait en sorte, mon parcours scolaire, j'ai fait en sorte de rentrer dans une école de routier. En France, on a des écoles de routier. Donc avec un examen à la fin qui te donne tes permis et un diplôme de tes connaissances, parce que l'école de routier, on ne t'apprend pas seulement à conduire, on t'apprend aussi le chargement, déchargement, la législation. Ce qui doit ressembler un peu à nos écoles ici, CFTA, CFTC? Je pense, ouais. Là, l'avantage, c'est que tu peux rentrer... Moi, je suis rentré dans cette école-là à l'âge de 16 ans. OK. Et à 16 ans, tu chauffes les camions. Bien sûr, t'es avec des professeurs, quoi. Tu chauffes les camions. C'est un parcours de 2 ans. Et à la fin du parcours, tu as tes permis, puis tu continues si tu veux progresser, si tu veux faire autre chose dans la profession. Donc tu peux continuer pour être dispatch, pour être pourquoi pas même entrepreneur. Il y a des écoles, tu peux aller jusqu'au bac pro. Moi, camionnage, ça me suffisait. Donc j'ai trouvé du travail assez vite, malgré mon jeune âge, parce qu'il y avait ça aussi quand même. J'ai commencé à 18 ans, donc 18 ans, c'est jeune pour conduire un ensemble. Donc, mais bon, j'ai trouvé des gens qui m'ont fait confiance. Donc, puis ça s'est toujours bien passé. Et donc j'ai fait mon métier de camionneur jusqu'en 2008. Ouais, c'est ça, 2008. Quel type de transport tu faisais? Principalement frigorifique. Okay. Je fais pas mal de frigo, ouais. Pas mal de transport frigorifique. Beaucoup de la distribution, livrer les magasins, des choses comme ça. Puis sur j'essaie de comparer, mais sur le highway, c'est du local? C'est comment ça fonctionnait? J'étais plus en local. J'ai pas fait beaucoup de grandes distances. J'en ai pas fait beaucoup. Partir le matin tôt, puis revenir dans l'après-midi? Revenir l'après-midi, jamais... C'était un peu mon parcours. Le nombre d'heures, c'est pas mal pareil comme on a ici aux États-Unis ou c'est plus comme au... Alors, quand j'ai commencé,
quand j'ai commencé, la législation était encore un peu floue, on va dire. Ouais. Quand j'ai commencé, je savais juste mon heure d'embauche. Je savais jamais quand est-ce que j'allais finir. Ouais, avec un logbook papier ou c'était ça à nous? C'était je sais pas s'il y a eu ça un jour, je pense pas. C'était des disques qu'on mettait. On avait des chronotachygraphes en fait. Ok, je suis peut-être trop jeune. T'avais un disque. Ok. T'avais un disque que tu mettais dans le camion. Tu refermais. En fait, c'était le bloc de vitesse et compte tour. Okay. Et il s'ouvrait en fait. Ok. Donc, tu ouvrais le bloc, tu mettais ton disque avec ton nom, prénom, de chat. Ouais. Et tu refermais le disque et tu avais une petite aiguille en fait qui imprimait sur le disque tout ton parcours. Ah ouais. Ouais, c'est bête, j'en ai pas regardé, j'aurais pu t'en faire voir. Ouais. Tu vois, si tu tapes sur internet, je pense que. Ouais, c'est clair que je vais aller taper en sortant d'ici. Tu tapes disque de chronotachygraphe, pardon, et tu vas en voir plein, je pense. Et donc, ça, c'était notre carnet de bord, en fait. Quand tu te faisais arrêter, la police, tout de suite, ce qu'elle te disait, donne-moi ton disque, et puis il fallait que tu gardes avec toi les disques, je sais plus, je crois que c'était sur. 28 jours. Ouais, c'était long, hein. Ouais, on avait un petit paquet de disques. Et ouais, juste pour la parenthèse, c'était l'aiguille qui grattait dessus, et comme un peu les jeux à gratter là. Ouais. Des stylets, et moi, mon père étant camionneur, quand moi j'étais enfant, il était obligé de les cacher parce que moi je m'amusais à les prendre et je grattais dessus. Sauf que 28 jours, s'il fallait qu'il les présente, c'était son fils qui avait gratté dessus. Donc c'était ça. On avait ce dispositif là. Donc c'est ça qui permettait de contrôler. Bon, c'était aussi. Il doit sûrement avoir une façon de modifier ça pour tricher. Un camionneur. On appelait ça le mouchard. Ouais, le mouchard, on appelait ça le mouchard. Ouais. Mais on pouvait tricher avec ça. Mais pour en revenir aux heures, c'est vrai que moi, dans mes premières années, on faisait beaucoup d'heures. Donc tu pouvais faire 70-80 heures semaine. C'était pas. Ça se faisait, c'était une semaine très normale. C'était assez pratiqué. Notamment. Peut-être encore plus dans la longue distance que dans ce que je faisais moi, parce que à la limite, je rentrais, j'avais un point de chute, je rentrais tous les jours. Mais le gars qui partait à la semaine, lui, je crois qu'il y a même des gars qui tournaient à 100, 110 heures. Hein. C'était pas géré de la même façon. Et après, il y a la législation a changé, beaucoup de choses ont changé, il y a eu des grosses grèves, je ne sais pas si vous avez entendu parler à cette époque-là, c'est les années 80. Je suis né en 86, donc. Ouais, non, 94, je crois, 92 ou 94, les grandes grèves de camionneurs, il me semble. Et après, la législation a changé, et c'est devenu beaucoup plus réglementé. Enfin, il y a eu beaucoup plus de contrôle, les dispositifs de contrôle ont changé. Vous n'avez jamais eu de logbook papier, là, comme nous on a ici, là, vraiment juste une feuille que tu remplis puis tu peux déchirer. Non, ça existait, moi j'en ai vu, mais c'était vraiment si ton chronotachygraphe faisait défaut. Mais alors peut-être que les anciens routiers, peut-être que les premiers camions, peut-être qu'ils ont vu ça. Mais c'est fou parce que nous on vient de tomber avec une législation qu'on n'a plus la feuille papier et vous n'avez même pas connu ça. Non. Il y a déjà un mouchard dans votre camion. On avait déjà le chronotachygraphe et après le boîtier électronique. Il est arrivé quand lui? Parce que moi j'ai connu le mouchard, je l'ai connu quand on prenait des vieux camions. Avec le disque. Mais après, sinon, moi j'ai toujours connu que le chronotachygraphe à carte. Ouais, c'est ça. Ouais, parce qu'en 2008, je l'avais déjà. Donc, peut-être 2004, 2005, je pense, on avait déjà le mouchard électronique. Donc là, c'était une carte. Nous, c'était une carte à puce. Et là, qui était attitrée au camionneur, avec ton nom, prénom, la photo. Ouais, ok. La photo, et il y a un boîtier, comme un lecteur de cartes sur le camion, on la rentre dedans. Ouais. Et ça enregistre tout, la vitesse. Si tu la mets pas, est-ce que tu peux circuler ou... Non. T'es en défaut, tu peux circuler. Ok. Comme ici, si tu te logues pas, en fait. Ok, parfait. Tu peux rouler sans être logué. Le camion marche quand même. Mais si tu te fais arrêter. Okay. C'est même l'équivalent d'ici, ça serait du criminel de ne pas avoir la carte dans ton camion. Ouais. Puis ce dispositif-là, il admet pas de triche parce que, sauf si vraiment t'es doué en informatique et que tu arrives à plugger le truc. Enfin bon. Mais toi ici, on peut rouler à 5 miles sans qu'il se déclenche. Ouais. En Europe, t'oublies ça. Ok. Là, tu bouges. 0,1 km/h. Le camion, il avance à peine. Tu lâches le frein juste pour le faire bouger un tout petit peu. Clac. Non, puis même au Canada, là, on est à 17-18 km/h ou 8. Un peu. C'est très rapide. Là. 18 km/h au Canada avant qu'il déclenche.
sur les US. C'est juste les US. J'ai jamais testé ici. Ici. Ben non, mais tu pourras pas le prendre parce que là, ton camion, il est US. Mais si tu embarques dans un autre camion qui est Canada, jusqu'à temps que la législation passe l'année prochaine, ben, présentement, tu peux rouler 10-15 km/h. Ce qui est quand même une pas pire vitesse. Là. Tu peux pas aller sur la route, là, on s'entend, là, mais tu peux te déplacer dans une cour, puis le log, il décolle pas. Un camion européen, tu oublies ça. Là où tu es parqué parce que tu es arrivé au bout de ton temps de conduite, c'est là. Le camion, il reste là, il bouge plus. Plus rien. Ouais. Tu peux pas tricher. Et en cas de contrôle, ils reviennent sur 28 jours en arrière. Ouais. OK, au lieu de 14 comme nous. Ouais. C'est ça, ils reviennent sur 28 jours. Et en Europe, c'est 28, ouais. Puis le nombre d'heures par jour, est-ce que c'est le même... Non. Non, c'est pas la même façon de compter. Non, la conduite, c'est 9 heures par jour. Oh! T'as le droit à 2 fois 10, je crois. Ouais, c'est ça, c'est 2 fois... Ouais, que je dise pas de bêtises, je crois que c'est ça. On a une tendance à rouiller dessus. Je crois que c'est 2 fois 10 max dans la semaine. Et dans ta journée de 9 heures, tu conduis 4h30 à suivre, max. OK. Max. 4h30, il faut que tu aies une pause. Ou un arrêt ou quelque chose. 45 minutes d'arrêt. 45 minutes, OK. Obligatoire. Okay. Tu refais 4h30. Et là, ta pause, c'est 9h, je crois. Ouais, c'est 9h. Minimum. Ouais, je sais que c'est pareil. Il y a une chose où tu as droit à 2 nuits par semaine, je crois, à 9h. Et après, le reste, c'est 11h ou quelque chose. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est 9 et 11. Ouais, c'est ça. Tu as le droit à 2 fois 9, mais après ça, c'est 11. Ouais, c'est ça. Ah. Fait que tu choisis quelle nuit. C'est en fonction de l'ouvrage, en fonction de est-ce que là c'est plutôt tight ou pas. Et le repos hebdomadaire, c'est 48 heures. Et si jamais tu as le droit de faire une fois 24, faire que 24 heures. Par contre, si tu fais 24 heures, le week-end d'après, c'est 72 heures obligatoire. OK. Ouais. Tabarouette, c'est différent. Hein? Ouais. C'est plus sérieux. Ce qui fait que les distances sont moins grandes. Ouais, c'est ce qui fait qu'on ne peut pas aller aussi loin qu'ici. Ouais. On peut pas faire un parcours. On roule pas à la même vitesse. Après, ouais, déjà, on roule pas à la même vitesse. On est barré à 90 en Europe. 80, ouais. Sur autoroute. Et 80 sur les petites routes secondaires. Ouais. Ça, c'est fou, hein? Ouais. Et le matière dangereuse, tout ce qui est transport de carburant, eux sont barrés à 80 sur autoroute et 60 sur les routes secondaires. 60? 60, ouais. Wow. Moi, la première fois que j'ai chauffé un truck ici, je suis arrivé derrière j'ai vu une citerne au loin, tu sais, ouais, c'est bon, je vais le doubler, quoi. Puis, mais non, il va plus vite que moi, en fait. Il filait. Au début, je me suis rapproché de lui parce qu'il devait être un peu chargé, mais au bout d'un moment, il filait. Mais les autoroutes, ça reste des autoroutes là-bas, c'est pas... c'est-tu plus croche qu'ici? En fait, ce qui se passe, c'est que les camions ont une réglementation différente des chars. Okay. Les autoroutes sont limitées à 130 km/h. Pour les autos? Pour les autos. Okay. Mais les trucks, eux, n'ont pas le droit de rouler à ces allures-là. Donc, mais ça fait une méchante écart, non? C'est ça le souci un peu en France, notamment, c'est que quand tu veux doubler un collègue, il n'y a que les camions qui se doublent entre eux, hein, bien sûr, on ne double pas de voiture, c'est quand même assez rare. Quelqu'un brisé. Là. Ouais, voilà. Et le problème, c'est que s'il y a beaucoup de trafic, personne ne va te laisser passer, en fait. Personne ne te laisse passer. Ah non, parce qu'il y a un delta trop important, en fait. Ouais. Eux, ils arrivent à 130, 140, et toi, tu es à 90 pieds au plancher, quoi. Donc, forcément... Si tu te mets devant eux, c'est pas ça. Puis on met du temps à doubler l'autre, le collègue, et voilà. Et parce que comme c'est barré à 90, ça fait comme nous le principe que... et encore, je trouve qu'il y a moins d'écart en Europe entre les barrures. Ici, il y en a qui peuvent être barrés à 99, d'autres à 105. Ouais. En Europe, ça va être un qui est barré à 89, l'autre qui est à 91. Ouais. Des fois 90, 91, des fois il y a juste un demi-kilomètre-heure d'écart. Et là, ça peut prendre 10, 15 km pour arriver à le passer, quoi. Surtout s'il lâche pas. Oui, parce que par contre, on rencontre les mêmes problèmes ici qu'en Europe au niveau des caractères des gens, c'est qu'il y en a qui slack et il y en a qui slack pas. Ça, c'est partout, c'est humain. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est plus propre à une culture ou un pays, c'est que c'est propre à l'humain. C'est... OK, fait qu'ensuite, le petit disque, là, après ça, vous avez tombé avec le même type d'enregistreur qui, pas tout à fait, parce que ça reste une carte que j'ai compris. Une carte plus. Est-ce que c'est encore ça? Oui. OK. En Europe, oui, c'est la carte. OK, c'est pas un log que tu rentres comme nous dans nos
À nos tablettes, là, on rentre un identifiant, puis ça se log. On a une tablette dans le camion aussi, mais qui est propre à l'entreprise, en fait, qui sert pour l'entreprise, pour les messages, pour ce qu'on fait. Voilà. Mais ça... il n'y a rien à... Non. Une fois que tu as mis ta puce dedans, ben... Ouais, alors en fait, les deux se rejoignent, en fait. Quand tu mets ta puce dans ton lecteur de carte, il communique avec la tablette directement. Mais les forces de l'ordre, elles, quand elles vont t'arrêter, ta tablette, ça les intéresse pas. Elles prennent ta carte, elles ont leur propre lecteur de carte. Ce qui est fou, parce que... Comme ici, la DOT, quand elle se plug sur ta tablette, en fait. Hein. Oui, mais nous, c'est que ça marche tout par Internet, là. On se connecte par Wi-Fi ou on y envoie les données, ou là, vous étiez en avance, je trouve, depuis 25 ans. Puis là, on dirait qu'on... moi, le côté puce, là, il m'aurait essayé de me vendre ça. J'aurais dit non, je veux rien que le camionneur ramène chez eux, puis qu'il ramène, puis juste un identifiant, il ne peut pas l'oublier chez eux. Là. C'est impossible, ça va toujours fonctionner, puis c'est avec ça qu'on fonctionne. Ce qu'il y a, c'est que la carte à puce, en fait, elle est propre au camionneur. Oui. Ouais. Et ce qui fait que, par exemple, aujourd'hui, je chauffe chez ATD, je vais mettre ma carte à puce dedans, mais demain, je pars dans une autre compagnie, j'ai ma carte à puce et je la rentre dans un autre truc. Ce qui fait qu'elle est universelle à toutes les compagnies. Oui. À tous les camions aussi. Ah oui. Ah, OK. Ah, ben ça, c'est bien. Ouais. Ça, c'est universel. Et ce qui fait que, par exemple, dans le cas d'un changement de compagnie, par exemple, un camionneur qui va aller travailler dans une autre compagnie, il n'a pas besoin de remplir un document en disant qu'est-ce qu'il a fait au cours des 14 derniers jours, pour ici. Comme il faut 28 jours, ces 28 jours, même si c'était dans une autre compagnie, sont enregistrés dans sa carte. En cas de contrôle, ce qui est bien, Parce que nous présentement, justement, il y a tellement de compagnies de logbook que même si tu changes de compagnie, mais tu peux tomber dans une autre sorte de logbook qui n'est pas toute la même chose. Ça te prend un nouvel identifiant. Tu ramènes tes logs de l'ancienne compagnie aussi qu'il faut que tu traînes avec toi. Là. Voilà, que là, en fait, ils ont... c'est une universalité du oui, puis tu peux pas tricher, en fait. Une fois que ta journée de camionnage est finie... Tu peux pas aller travailler pour quelqu'un d'autre. Impossible. Impossible, parce que dès que tu vas mettre ta carte... Bam, ça va se mettre en rouge. Parce que ta journée est faite. Dans le temps papier, j'en ai eu beaucoup. Puis là, même dans les dernières années, j'étais obligé d'avertir des camionneurs que je voyais qu'ici, ils rentraient sur leur logbook. Fait que tout était rempli. Nous, depuis 2015 qu'on est logbook électronique, fait qu'ils ne pouvaient plus tricher. Mais la fin de semaine, elle a travaillé pour un ami. Mais là, c'était des logs papier. Remplissait les logs papier. Fait que là, ça fonctionne pas parce que t'as fait beaucoup plus d'heures fait que là, ils ne pourraient pas faire ça, là, ils ne pourraient pas se promener. C'est impossible. Parce qu'en plus, la société qui délivre les cartes, si je ne me trompe pas, si mes souvenirs sont bons, c'est avec une seule et unique société qui délivre. Ah oui, c'est une société d'État. C'est une société d'État, donc tu ne peux pas faire... Tu peux pas tricher. Là. Tu peux même pas avoir deux cartes. C'est ce que je m'en allais, là. Je me disais, non, c'est une société... Il n'y a qu'une société qui peut te fournir la carte. Et c'est une société d'État de toute façon. Oui, je ne me rappelle plus le nom. Moi non plus. Je l'ai encore, hein. Je l'ai ma carte. Moi, je veux les voir, c'est sûr. Je te l'amènerai, je l'ai ma carte. Je l'ai gardée. OK. Non, parce que c'est quelque chose que... Moi, ça me fait capoter. On est loin, mais en même temps, on n'est pas si loin. On mixe beaucoup de... Il y a beaucoup de gens qui font l'entre-deux. Là. Pourquoi que la technologie elle reste pris dans l'océan, elle s'en vient pas ici. Après, il y a certaines choses ici. Quand je parle beaucoup avec mon père, qui lui a été longtemps camionneur en France, lui, ce qu'il me dit, c'est qu'ici, quand je lui décris ce que moi je fais, il revoit le camionnage en France mais dans les années 80. Pas pour dire que c'est arriéré, mais comme il me dit ça correspond beaucoup plus au métier du camionneur, qu'en France, c'est devenu plus pas un logisticien, mais le camionneur, en fait, il roule moins, il fait plus de manutention, est plus que ici, on est vraiment sur le cœur du métier. Ici, on prend un truc, on démarre, on roule. T'es camionneur, quoi. T'es pas livreur, là. T'es pas livreur, moi, la première fois que j'ai chauffé avec le gars qui m'a formé quand je suis arrivé là, donc, lui, j'étais formé avec un gars local. Ouais. Et le premier client chez qui on est arrivé, c'était un marchand de pneus. Et il y avait, je sais plus, la remorque était pleine de pneus, quoi. Donc il me dit recule là, j'ai vu les gars, vas-y recule là, ouvre tes portes, recule là. Donc, j'ouvre mes portes, je recule. Je mets les breaks et je m'apprêtais à descendre, puis je voyais qu'il bougeait pas, quoi. Et on descend pas. Je dis, qu'est-ce que tu veux faire? Je sais pas, vider les pneus. Je dis, pourquoi faire? Faut vider, non? Je dis, mais non.
On est chauffeur ici. C'est un gars de local. Ouais, J'ai dit ouais. J'ai dit ben non. Moi en France, je l'aurais vidé tout seul le camion. J'aurais pas eu le choix. OK. Parce que c'est comme ça. C'est comme ça. Le camionneur vide. Ben, c'était pas comme ça avant. À certaines places. C'est devenu ça. OK. Mais c'est pas comme ça avant. C'est devenu ça. Est-ce que les heures d'attente sont moins grandes en Europe qu'ici? Faut gagner sur tout. Le camionnage, c'est très très dur en France notamment. C'est très très dur. Donc faut qu'il gagne sur tout. Donc si on peut passer moins de temps, et puis les clients chez qui on va, ils ont vite pris le pli. Hein. Tu veux être vide plus tôt, vide ton camion. Puis ils ont pris le pli. Puis au bout d'un moment, ces compagnies-là, c'est pareil, ils sont pas embauchés des gars pour vider les camions. Et puis voilà, c'est un cercle sans fin. Au bout d'un moment, il y en a un qui commence. Hein. C'est comme ici. C'est ça. Il y en a un qui commence à faire ça. Les autres, s'ils veulent suivre. Est-ce que c'est comme ici, il manque vraiment beaucoup de camionneurs ou c'est difficile de se trouver un emploi ou c'est vraiment comme ici, c'est le même type de... Non, le camionnage en France, non. Je crois que j'ai vu un article dernièrement, on est autour des 40 000 chauffeurs manquants. OK. Bon, après, 67 millions, hein, mais quand même, il y a un gros déficit aussi. Ouais. Pénurie aussi, c'est la même chose. Ouais, okay. Il en manque. Après, sur les grosses différences, c'est vrai que juste pour le placer tant qu'on y est, c'est qu'en France, les camionneurs sont tous payés à l'heure. Okay. Oui. Le millage, ça n'existe pas et c'est même interdit. C'est même interdit par la loi. Ah oui. On n'a pas le droit de rémunérer un chauffeur à la, comment on dit ça, à la pièce, là. Ouais, à ce qu'il va faire. En fait, on n'a pas le droit de le pousser à faire plus. C'est ça. C'est strictement interdit. Et par exemple, au même titre que un dispatch n'a pas le droit de dire à un chauffeur de faire plus vite. Ça, c'est interdit. Parce que d'un point de vue sécuritaire. Donc, c'est pour ça que je ne sais plus comment on appelle ça, la rémunération à la productivité, en fait. Oui, c'est ça. C'est ça. On n'a pas le droit, c'est interdit. Donc, tous les camionneurs sont payés à l'heure. Ouais. Et pas au millage. C'est fou ça, parce qu'ici, on commence à payer à l'heure, parce que c'était vraiment pas... même quand j'ai commencé, moi, dans ma propre compagnie, là, je faisais le tour d'autres compagnies pour voir qu'est-ce qui se faisait. Puis, on était une minorité, puis on se faisait dire, fais pas ça. Tu vas tellement diminuer ta rentabilité, puis diminuer ton rendement, parce que depuis toujours, ici, premièrement, les gens ont des logbooks électroniques. Papier, fait qu'on les déchire. On est habitué que moi, quand j'étais dispatch, c'est la chose que je disais le plus possible de dire OK, ben là, il te reste commandeur, il t'en reste plus. Il te reste-tu des feuilles? Tu sais, c'était pas il te reste-tu des feuilles vierges? Oui. La solution est là, tu sais, déchire, recommence, puis il faudrait que tu sois là-bas. Puis je savais très bien que le camionneur ne dormirait pas de la nuit. Ouais. Puis même moi, en étant dispatch, c'est ce qui a fait que je voulais mettre des logbooks électroniques, parce que moi, il y a des fois que je dormais pas de la nuit non plus en pensant que crime, c'est moi qui l'ai obligé à rouler toute la nuit. Ça fait 24 heures qu'il est debout. Il est chargé en 3 essieux. Puis il y a une famille, là. Ouais. Fait que s'il se plante, c'est moi qui l'a torqué, qui a exigé de faire ces heures-là. Mais en même temps, lui, il veut le faire parce qu'il est payé à la pièce. Fait que s'il va avoir son bonus au kilomètre à la fin de la semaine, s'il va avoir, tu sais, on est nord-américain, on est orienté beaucoup sur la productivité puis de pousser au maximum l'être humain. Ouais. En France, ils ont pu pallier à ce problème-là, c'est que en fait, ils ont mis toute la responsabilité sur l'employeur. Ah. Si jamais tu fais un dépassement d'horaire, même parce que toi, tu as envie de rentrer plus tôt, puis tu es arrivé au bout de tes heures, puis tu dis fuck, moi je rentre. Si tu rentres, tu tues quelqu'un, toi, tu vas avoir des soucis, c'est sûr. Mais ton patron va avoir des soucis encore plus gros. Donc, le patron, lui, il y a des alertes. Hein. Il a des alertes. Ça communique beaucoup. Hein, comme dit, hein. Donc, on reçoit des courriels. Là, tu vas avoir une alerte dès que ton camion il devrait être en pause, puis que le logiciel il détecte qu'il roule. L'employeur, il a une alerte directe. Donc lui, l'employeur, ce qu'il va faire, il va te téléphoner, il dit garde-toi tout de suite. Parce qu'autrement, s'il y a quoi que ce soit, la législation fera que le patron, il va prendre quasiment plus cher que... Moi, ce que j'ai hâte, c'est la responsabilité aussi de l'usine pour les chargements. Tu sais, le poids, là, ça, j'ai vraiment hâte que ça devienne, qu'il soit imputable. S'il charge trop, ben... Je pense qu'il y a peut-être de ça. Hein. Je sais qu'en Allemagne, ils le font. Okay. Je sais qu'en Allemagne, ils te laissent pas... moi, j'y suis pas allé personnellement, mais j'ai des collègues qui ont fait de l'Allemagne et ils me disaient qu'ils n'ont même pas le droit de sortir tant que l'arrimage n'est pas fait correctement. OK.
Ouais, il check l'arrimage, le chargeur check l'arrimage, si c'est pas correct, s'il faut rajouter des straps, s'il faut s'il mal équilibré, voilà, il est responsable. En Allemagne, alors, je pense que ça doit être européen quand même. Donc je pense qu'en France, le chargeur doit être responsable. Je sais pas, parce qu'après moi... Je sais que dans les carrières, ils le sont. Il y a quelques années de ça, moi j'avais toujours entendu dire que c'était le chauffeur qui était responsable de son chargement. Ouais. Mais après, est-ce que ça a évolué là? Je sais que dans les carrières, ils le sont, parce qu'ils ont même arrêté de charger les particuliers qui venaient avec leurs remorques, là. Okay, ouais. Parce qu'ils sont... trop de problèmes. Trop de problèmes. En France, les carrières sont responsables du poids dans le camion. Ça, c'est fou. Mais alors... Parce que nous, ici, c'est n'importe quoi. Là. Et ce qui est dingue dans tout ça, c'est que ils sont arrivés à une responsabilisation de tout le monde, en fait, de chercher au niveau des assurances. Et quand on discute avec les gens de ce qui se passe en France, ils nous disent que c'est une américanisation de la société, européenne. Parce qu'ils disent que c'est sur les assurances, sur tout ça. Et en fait, quand on arrive ici, on se rend compte que non, ça n'a pas été, c'est pas venu d'ici. En fait. Comme ici, là, les assurances, ils ont le dos très large. Souvent, là, quand je vois des compagnies mettre des choses en place, puis ils disent on n'a pas le choix à cause de nos assurances, puis je suis comme oui, mais pas vraiment non plus. Là. C'est la compagnie qui veut mettre ça en place. Là. OK. Non, parce que nous, c'est une méchante problématique. Là. Même moi, j'avais fait du flatbed en tant que camionneur, puis ils m'ont chargé du bois, puis tout ça, puis un peu partout. Sur mon flatbed, j'étais vraiment chargé à bloc. Puis je voulais passer mes straps et tout, puis il dit non, on ferme, il faudrait que tu sortes. Je vois, mais quand je sors, je suis dans la rue. Il dit oui, mais traverse l'autre bord, là, puis il n'y a pas de trouble. Je vois, mais il n'y a rien d'attaché sur mon voyage flatbed. Là, si je vire, puis c'était l'hiver, j'avais peur. Je me disais, c'est fou comment ils n'ont aucune responsabilité. Fait que lui, tasse-toi, ferme les portes de la shop. Il est sorti de la course, c'est plus mon problème. Il se tape dans les mains, puis c'est terminé. Fait que ça, j'ai vraiment hâte que ça change, mais on n'a aucun poids parce qu'on est beaucoup trop. On est beaucoup trop de compagnies de transport. C'est exactement comme tu disais tantôt pour le déchargement. Ben, l'autre à côté va le faire. Fait que moi, je veux pas. Ben, il y en a 8 qui veulent me mordre, 8 même 80 qui veulent me mordre dans le dos pour me tasser puis me voler mon transport. Fait que c'est très dur de faire avancer il faut faire qu'il y ait un mort. Ouais, mais c'est quelque chose que j'ai entendu ici, c'est que souvent on a tendance à dire mon problème devient ton problème. Oui. C'est souvent, très souvent comme ça. Ouais. Exact. Les gens, là, ils switch de trailer, puis là, ils te donnent à l'autre, puis là, ils disent yes! Il est overcharge, mais c'est pas grave, c'est l'autre qui est reparti avec. Oui, mais il est dans la même compagnie que toi, puis c'est un collègue, tu viens de lui nuire. Là, mais qu'est-ce qui t'a fait, Mathias, transférer, de décider de venir ici? Ouais, pas un accident dans l'armée, fait qu'il doit y avoir une autre raison. Non, moi, pour finir la suite de mon parcours, 2008, je me suis mis à mon compte en tant qu'auto-entrepreneur. Je faisais du multiservice. Alors en France, le multiservice, c'est, pour ma part, je faisais plomberie, électricité, les sols. Ah oui? Ouais. Comme entrepreneur général ou c'est toi qui le faisais? Tu faisais tous ces corps de métier-là? Ouais, j'étais tout seul, ouais. J'avais acheté mon fourgon. C'est rare que quelqu'un fait ça. Ici, t'es plombier, t'es électricien. Ouais, vous aimez bien rester dans... Mais c'est bien. Multiservice. Moi, je trouve ça bien aussi parce que... Ouais, voilà. En France, le multiservice, notamment pour les particuliers, moi, je pouvais aller chez un parti. L'avantage, comme je pouvais proposer plusieurs corps de métier, je pouvais rentrer chez je travaille quand même beaucoup avec les particuliers, donc je pouvais rentrer dans une maison et la personne, ça allait de la tringle à rideau à poser, à son lavabo qui fuit, système électrique qui marche pas ou qui veut le modifier, rajouter un éclairage là, refaire une salle de bain, voilà. Homme à tout faire. Ouais, c'est ça. C'est le nom qu'on appelait ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc j'ai fait ça pendant 8 ans, je crois. Ouais, ça doit être ça. Ouais, 8 ans. Et après, c'est devenu compliqué. Il y avait beaucoup de concurrence. Voilà. Donc j'ai mis ça plus ou moins de côté. Je suis retourné dans le camionnage. Mais j'ai fait en sorte de travailler la nuit. Je faisais des relais. Donc là, je faisais des relais, ce qu'on appelle en France des relais. Tu pars avec ta remorque, tu rejoins. Moi, je faisais Nantes. On travaillait sur Nantes-Lyon, donc je faisais la moitié du trajet Nantes-Lyon. J'avais un collègue qui faisait l'autre moitié. On switchait les remorques et on repartait dans l'autre sens. Oui, parce qu'on en a parlé avant l'enregistrement, justement, parce que nous, comme compagnie, souvent, quand on a des voyages très loin, on a un gars local
qui prend le voyage puis qui va le porter au gars longue distance, que lui, ben, il revient pas chez eux. Là, il reprend le voyage puis il retourne au loin. Là. Mais vous, c'est vraiment 2 camions qui sont pas au même port d'attache. Là. Il y en a un à l'autre bout, puis il y en a un ici. C'est la même compagnie, souvent. Ouais. Oui, tout le temps, c'est la même compagnie, sauf qu'elle a une agence... moi, celle que j'avais, on avait une agence à Nantes, l'autre à Lyon. Et comme on ne pouvait pas dans la nuit faire ça, et puis du coup, ça bloquait le chauffeur là-bas. Enfin, eux, ils préféraient... et beaucoup de compagnies font ça, en fait. C'est qu'on trouve un point au milieu. N'importe quelle ville. Hein, les switches, on les fait sur un comme parking. Comme un peu ici, là. Les switches, on les fait sur un parking de supermarché. Hein, et puis on repart dans l'autre sens. Quoi. Donc j'ai fait ça, ce qui me permettait de conserver encore un petit peu mon activité. J'étais resté quand même à côté de ça auto-entrepreneur. Donc, comme ça, dans la journée, j'avais un peu de temps libre et ça me permettait d'avoir encore quelques clients. Et puis au bout d'un moment, j'ai entendu parler que l'industrie du camionnage au Québec recrutait. Ça commençait à me trotter un peu. Je dis, ça pourrait être sympa. Et puis j'étais arrivé à un moment de ma vie où je pouvais me permettre de le faire. Donc je dis, pourquoi pas. Donc, j'ai pris 15 jours de congé. Je suis venu ici. OK. Pendant 15 jours parce que je suis pas d'une nature à partir comme ça. Arriver avec ton manteau, non. Non, je me suis dit, il faut que j'aille voir. J'avais une touche avec une compagnie et, qui voulait me prendre tout de suite, que par téléphone. J'ai par téléphone, j'ai à l'autre bout. Déjà, j'étais. Mais c'est que vraiment, ils ont besoin, quoi, parce que on sait pas, même pas une visio, juste téléphone. Et la personne, je lui dis. Non, je vais peut-être venir chez vous, je sais pas, mais je vais venir physiquement vous voir. Et je vais venir physiquement dans le pays pour voir à quoi ça ressemble, quoi. Donc j'étais venu en septembre. Je suis venu en septembre et j'ai passé 15 jours. J'ai pu rencontrer des compagnies de transport, j'ai pu voir le pays, rencontrer des gens. J'ai fait du Airbnb, donc ça me permettait d'être vraiment avec des Québécois. Et ça m'a plu, quoi. Donc je suis rentré à la maison et je dis c'est bon, on vend tout, on se barre. C'est fou, ça. On vend tout, on s'en va. Ouais. Et donc moi par contre, c'est passé par l'intermédiaire d'une compagnie de transport en fait. Okay. Moi je suis rentré par le biais des Transport Grayson. Ouais. Donc et eux, c'est eux qui gèrent tout en fait. J'avais juste on avait des échanges de courriels. Ils ont un cabinet d'avocats qui est spécialisé pour ça. Donc la demande de IMT. Donc moi je suis venu avec un permis de travail fermé. Okay. Le permis de travail fermé, ça te permet de travailler que et uniquement que pour la compagnie pour laquelle tu l'as obtenu pendant 2 ans. Au bout des 2 ans, tu fais une demande de CSQ qui là, une fois qu'elle est acceptée, te permet toujours avoir des permis fermés, mais tu peux quand même, tu as le droit de changer de compagnie. Okay. C'est un petit peu plus contraignant qu'un permis ouvert, parce que ça t'oblige à chaque fois de repasser par la case immigration. Mais bon, voilà, ça se passe pas trop mal quand même. Donc voilà, mon parcours. Okay. Puis là, d'arriver ici, là, on avait parlé un petit peu au karting, c'est justement ça là, qui m'avait allumé, là, mais c'est juste d'être autant d'années dans le camionnage, puis d'arriver ici, puis que le camion soit totalement différent, même la transmission. Ah ouais, c'était un choc. Ouais, moi, je croyais, les premières fois que j'ai chauffé un camion ici, je rentrais à la maison le soir, j'ai dit non, je sais pas conduire en fait. Je sais pas conduire, c'est pas possible. Nous en France, moi j'ai appris donc en 88, j'ai appris à l'école, on avait un camion à boîte manuelle, mais à boîte synchro. C'est boîte synchro, boîte à étage, mais avec les demi-vitesses, on avait les demi-vitesses, l'étage, mais c'était de la boîte synchronisée. Comme les automobiles ici. Comme une automobile, il n'y avait pas le double pédale. On en avait parlé à l'école parce qu'il y avait certains vieux camions sur lesquels on est susceptible de tomber. Que le synchro est fini ou? Ouais, même pas, non, c'était parce que... Parce que dans les années 80, les camions étaient non synchronisés. Ouais, donc il m'a dit... On avait survolé un peu le truc, quoi, et si jamais tu tombes sur ce type de camion, il faudra que tu fasses comme ci, comme ça, voilà, faire le double pédalage, là, voilà. Mais personnellement, j'en ai jamais eu. J'ai que eu de la synchro, et après, on est passé à la boîte automatique. Donc, quand je suis arrivé là, j'ai dit, mais c'est quoi cette histoire-là? c'est pas... Bon, après, on s'y fait, hein. Oui, puis c'est la vitesse aussi, là, de partir, nous ici, là, à Asbestos, là, dans le coin qu'on est, Val-des-Sources maintenant, là. Mais on a plein de petits chemins pour se rendre à l'autoroute,
mais même les petits chemins, on roule sans. Là. On est au plancher. Vos petits chemins, c'est pas les petits chemins. Non. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Vous avez des fois, on me demande les trucks en France, en Europe. Il y a un truck en Europe. Ici, tu te balades. Par contre, vos camions, viens en Europe avec la même longueur. C'est possible. Pas possible. Un camion européen, remorque, tracteur, c'est 53 pieds. C'est que la remorque. C'est que la remorque ici. OK. En longueur totale. Longueur totale, c'est... Voilà. Ah, wow, OK, je savais pas. C'est vraiment plus court. Ça, 53, ouais, à peu près. Puis avec 15 mètres 50, 16. C'est ça, ouais. Puis avec toutes des flat nose, je sais pas comment vous les appelez en Europe. Là, nous, on les appelle pas parce qu'il y en a pas d'autres. Donc, nous, c'est des camions. Après, si. Non, mais c'est vrai. Éventuellement, t'as Scania et Volvo qui en ont sorti avec. Mais on appelait ça des nylons. Ouais, on appelait ça des nylons. Mais en fait, c'était. Mais les nôtres, on les appelle pas en fait. C'est des camions. Comme ici, on appelle les flat nose parce qu'il y en a très peu, mais les nôtres, on les appelle pas. C'est vrai. Mais nous, c'est l'inverse. Les flat nose, on les appelle pas, mais on appelle les nylons quand c'est inversé. Est-ce qu'il y en a qui en importent des graines? Parce que ça doit pas bien aller de toute façon. C'est d'autres modèles, en fait. Ce qu'on appelle les nylons, ça reste. C'est pas des cabines qui sont vraiment très longues. Et en fait, la longueur totale ne dépasse pas la longueur. En fait, ça va être des. En fait, les nylons que tu vas trouver, bien souvent, c'est des. On appelle ça des porteurs. C'est des camions, quoi. Ouais. Des 4 roues, là. Ouais. Qui n'ont pas de remorque, en fait. Et souvent, c'est un décab, il n'y a pas de couchette. Ouais. Donc, ça leur permet de gagner un peu là-dessus. OK. Mais il y en a. Puis c'est souvent les carrières, comme ça. Et c'est très, 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 très rare. Ouais. C'est rare aussi voir un flat nose. Les flat nose, c'est rendu beaucoup plus rare. Là. Mais pour tourner, par exemple, un flat nose, ça vire vraiment mieux. Là, dans les endroits restreints, là, c'est fou là, comparativement à nous. Ils ont que 2 essieux. Bien souvent, on n'a pas 3 essieux sur les tracteurs. Ah oui, non, les tracteurs, c'est que des 2 essieux. Que des 2 essieux. On est en 5 essieux, mais on est en 3 quasiment 3 sur la remorque, ouais. OK. Et tout le temps. Ce qui fait que, quand tu vires... puis t'es assis, t'es assis sur la roue, hein. Oui, c'est ça, exact. T'es assis sur la roue, hein, quand tu t'étires, tu vois le bumper, là. Ouais, quand même. Quasiment, là. Ouais. Pour en avoir conduit quand j'étais vraiment jeune, là, nous, c'était des 1984, je pense, les camions. Puis c'est les derniers flat nose que mon père a eu, fait que je les ai conduits pour rentrer dans le garage. C'est la seule fois que j'ai conduit ça. Là, puis la conduite est totalement différente. Tu es assis sur la roue. Même vous, là, la cabine est vraiment plus petite en Europe. Là, tu fais ça, tu touches ton lit. Hein. Oui, mais c'est ça. Tu t'étires vers en arrière, tu touches au lit. Puis le lit n'est pas tant large non plus. Ils sont plus petits, ouais. Non, c'est... Oui. C'est ça, je tape sur le banc conducteur en ils ont vraiment tournant la tête, quoi. Ils ont réduit au maximum. Mais c'est ça, ils ont réduit au maximum pour avoir le plus d'espace possible dans la remorque. Là. C'est ça. Mais c'est... Par contre, après, en poids, on est sur du 44 tonnes. 44 tonnes légal, oui. Légal. Ouais. Sur plus court, en fait, sur 53 pieds au complet. Ouais, c'est ça. Ouais, on est à 44 tonnes, ouais. Donc c'est moins, il y a moins d'espace libre dans le trailer, en fait. Non, c'est optimisé, ouais. C'est optimisé. C'est vraiment optimisé au maximum. Mais non, puis tu sais, même juste en tout cas, moi je trouve que la distance, arriver dans le camion ici, là tu as vraiment un plus gros camion, le bed est vraiment immense comparativement à ce que vous aviez. C'est un VR. C'est ça, on se promène en VR, exactement. C'est la chambre de bain. C'est tout. Pour être franc, là, s'il y en a qui écoutent le podcast, là, je suis en train d'essayer de trouver une façon d'inclure une chambre de bain dans le camion qui ne gèle pas. Avoir au moins... Parce que moi, en étant camionneur, là, le seul point que je détestais, c'est d'avoir ma toilette. Ouais. La douche, à la limite, j'étais capable de m'y faire, de ne pas rien toucher trop. Puis je suis quelqu'un d'extrêmement dédaigneux. Fait que d'avoir juste l'eau sur moi, c'est correct. Je mets mes choses sur des serviettes, puis je suis capable de... Ma toilette... ça, c'était mon intimité qui me manquait dans j'avais mes endroits, là, comme n'importe quel camionneur, là, que tu sais c'est quoi des endroits là, que tu aimes le plus, mais c'est pas tout le temps toi qui décides. Oui, fait que quand tu allais dans des endroits moins propres, là, ça venait me chercher. Tu as vite fait de perdre ta dignité. Oui, exact. Moi, c'est ce qui m'a choqué là, en arrivant ici. En Europe, les truck stops ou ces choses-là pour les arrêts, est-ce que c'est mieux? Non. Ça se ressemble beaucoup? Non, c'est pire. C'est pire? Rien à voir. Déjà, il n'y en a pas beaucoup. Des vrais truck stops, comme on pourrait comparer ici, il y en a très très peu. Vraiment les centres routiers. Ouais, en France, on appelle ça des centres routiers. Il n'y en a pas beaucoup.
Alors après, tu peux avoir des commodités autrement dans les stations-service. Mais c'est pas... Niveau hygiène et tout, c'est beaucoup plus compliqué. Ok, j'aurais pensé que ça qu'aux toilettes, il n'y a pas le jour au niveau de la porte. Oui. Voilà, c'est vrai. C'est un peu plus hermétique. Quand je suis arrivé ici, c'est d'avoir un jour au niveau de la porte et puis de voir l'autre côté. Là. Oui, et moi je me disais non, je peux pas. Puis voir l'autre à côté en gougoune, voir ses orteils qui bougent à côté. Au début, parce que vous, c'est toujours fermé ou... Oui, c'est toujours fermé. C'est fermé, ce qui fait qu'on voit pas. Ah bon. On voit pas ce qui se passe. Non, il n'y a pas les systèmes de porte comme. Enfin, j'en avais pas vu avant. Ça, puis vraiment le jour, quand on ferme la porte, d'avoir. Quand c'est le pied, Et ça, au début, c'était. C'est pour ça que je dis perdre la dignité. C'est ce que je me disais au début. Je disais, bon, oublie ta dignité, tant pis, parce que tu peux pas tenir une semaine sans y aller. T'as pas le choix, là. Après, il faut choisir ses horaires, quoi. Voilà, choisir ses horaires ou après, voilà, c'est ça. Mais on ne choisit pas toujours. Non, c'est ça, exact. Exact, c'est là que ça se passe. Voilà. C'est tout ce que tu as à faire. Un point qu'en Europe, vous aimeriez avoir dans le camionnage ici. Dire ça, là, présentement, là, j'aimerais ça l'avoir ici, que vous aviez eu en Europe. Quelque chose qu'on avait en Europe. Que dire cet avantage-là ou cette chose-là, que tu sais, de dire ça, là, j'aimais ça, avoir ça ou ce type de... Moi, j'adore le camionnage ici. Je découvre vraiment un sentiment de liberté qu'il y avait peut-être moins. Ouais. Donc après, voir quelque chose qu'on avait... De plus, ouais. La puissance. Crime, je m'attendais à dire peut-être ça. Moi, je me suis posé la question dans le sens savoir si on ne sait pas de quoi la vie est faite. S'il fallait que je retourne en France, waouh. Ça serait difficile. Je pense que je pleurerais la nuit dans le camion. Peut-être juste déjà, je vais y retourner bientôt là, visiter ma famille et je vais avoir un choc, je pense. Parce que là, j'ai eu un choc quand je suis venu passer 2 semaines ici. Forcément, les camions, je les ai regardés. J'ai tout regardé. Et quand je suis arrivé en France. C'est pas possible. Ils sont tout petits, tout est tout petit en fait chez nous. Donc là maintenant de l'avoir vraiment vécu, et s'il fallait que je repose mes fesses dans les camions en France, je le ferais, si j'avais pas le choix. Mais ça me ferait vraiment. Mais aussi de la puissance peut-être. Qu'en Europe sont plus puissants. Tu trouves quand tu prends sur les Scania ou autre, t'arrives à avoir des belles puissances. La grosse surprise sur les camions, c'est le bruit. Le bruit? Ils sont super bruyants les camions ici. Tabarouette. Alors qu'en Europe, on est quand même assis sur le moteur. Ouais, c'est ça. Mais non, ici, c'est infernal. Moi, ça m'a choqué. Parce que les camions, moi j'avais mon dernier camion que j'ai eu en France, c'était un DAF. Mais c'est une voiture, à l'intérieur. Tu fermes ta porte, tu tournes le moteur, mais la radio, tu es pas obligé de la mettre fort. C'est le bruit que tu as quasiment dans une voiture ici. C'est fou, là, parce que nos nouveaux camions, nous, on les trouve tellement silencieux, on embarque là-dedans. Par contre, c'est vrai que moi, je connaissais pas ceux-là, les Cascadia, là. Oui. J'ai fait les Kenworth, j'ai fait les Internationales. Ouais. C'est les moins... Je trouve que c'est les moins bruyants. Mettons à Guillaume, il est encore moins bruyant. Mais je recule. Je l'ai pas fait, moi. Puis je recule. Tu sais, lui qui est parqué au bout, là, c'est un 2006, c'est un Inter. Ça, c'est infernal, mais c'est vraiment pire que les camions que vous avez là. Puis là, un 15-20 ans, c'est encore pire. Fait, nous, on est habitués peut-être là-dedans. Là. Moi, quand j'embarque dans le Cascadia, là, je suis « wow ». Les nouveaux, là, c'est vraiment silencieux. Après, c'est aussi, ça correspond à ce que je disais, c'est qu'il y a des choses aussi, des fois, qui sont différentes et qu'on ne se rend pas compte. Par contre, au niveau du bruit, moi, quand j'avais commencé chez Belmar, après, quand j'ai fait du local, j'ai eu pour moi, c'était une chance, après, de conduire un International Eagle. Et là, par contre, c'était bruyant. Mais le bruit, il était vraiment beau. Moi, là, je prenais du fun. Je mettais même pas la radio, je mettais pas la musique ni rien. Juste, j'écoutais le bruit. Et, par contre, c'est sûr que alors que ça peut peut-être paraître banal pour quelqu'un qui est né ici, mais moi, c'était quelque chose. Mais le bruit, là, en tout cas, moi, de ma part, là, quand j'étais plus jeune, là, j'ai été un fervent des straight pipes puis d'aimer ça. Là. Mais t'aimes ça, mais pas longtemps.
Bah, c'est ça. Des fois, moi, j'aimais ça partir du stop. T'aimes ça, mais là, quand ça fait 14h, 16h que tu es sur l'autoroute avec le même dans tes oreilles, puis le vent, puis tout ça, le bruit rentre, la radio est beaucoup plus forte. Oui. On dirait là, que ça bourdonne là, quand tu éteins le camion. Là, après, le bruit, on dit que c'est une fatigue aussi. Oui, certes. C'est évident. La fatigue sonore. Ouais. Qu'est-ce que présentement, là, Crème, vous allez chercher sûrement beaucoup, là, mais qu'est-ce que ici vous aimez pas présentement dans le camionnage, dire ça là, moi j'enlèverais ça. La 40 à Montréal. On essaie de passer par la 30 là, le plus qu'on peut, mais Voilà, le pont de Berthierville. Le trafic. Non, c'est plus l'état du. L'état de la route. L'état des routes. Bon. Est-ce que c'est mieux en France? Oui. Oui. Oui, c'est des tapis. Ça coûte cher. Oui. C'est du tapis. Après, ils n'ont peut-être pas besoin de le refaire parce qu'on n'a pas les mêmes conditions climatiques. Non, mais c'est ça aussi. Il n'y a pas un écart de température aussi élevé entre moins de 30 l'hiver et plus 30 l'été. Puis déjà, quand on va aux États-Unis, on le voit là, qu'ils ont moins d'écart de température que nous, fait que c'est plus... souvent, c'est mieux. Il y a des endroits où c'est plus propre. Mais après, oui, l'état des routes en France, oui, c'est... quand on prend l'autoroute en France, c'est... Les gens qui se plaignent des routes en France, faut qu'ils viennent juste faire un tour ici. J'ai ma mère, moi, qui se plaint tout le temps, qu'elle me dit, je suis repassé. Attends, t'en venir ici, tu vas voir ce que c'est des trous, des nids de poules, tu vas voir. Moi, j'avais jamais vu des ornières sur une route goudronnée. Hein. Ok, oui. J'en avais jamais vu. Non, puis de sauter sur ton siège. Parce que... Par contre, je me dis que les camions sont costauds. Hein. Oui. Oui. Je peux vous dire que le garage, il répare beaucoup de choses là, parce que c'est dur sur des camions. Mais oui, ils sont vraiment faits parce qu'il y a des fois, on prend des trous, ça ouvre les placards, ça ouvre le frigidaire et je me dis, tu dis quoi, c'est quelque chose. C'est correct, tiens. Mais je trouve que c'est violent, mais parce que les autoroutes en France, il y a quand même des petites routes secondaires qui des fois sont un peu maganées, mais les autoroutes, on entrouvre juste la fenêtre, on entend juste le bruit du sifflement des roues sur le bitume, mais il y a rien, il n'y a pas un trou, il n'y a rien, c'est lisse. Et puis ils les refont même, il y a certaines portions d'autoroute, moi j'ai vu en France, surtout je les prenais surtout la nuit, mais c'est vrai que des fois ils refaisaient l'autoroute, mais pourquoi ils l'ont refaite en fait? Il y avait rien. Ils doivent avoir des budgets, c'est pas possible. Oui, c'est ça, exact. Ils dépensent de l'argent autant que ça. Mettre une couche, quoi. La belle couche, t'as par-dessus un enrobé qui était déjà beau, quoi. Mais bon. Mais là, oui, non, c'est peut-être le seul. Il n'y a que ça que... c'est sûr que l'échange de température pour de l'asphalte, il n'y a rien de pire. Là. C'est ça qui fait que même dans la cour ici, là, on le voit, là, même s'il n'y a pas beaucoup de trafic, là, c'est ce qui est difficile. Là, mais pour la propreté des autoroutes, parce que moi, quand j'étais aux États-Unis, j'avais resté choqué. Il y a des endroits que c'est sale sur les côtés, il y a plein de débris. En Europe, est-ce que c'est comme ça ou c'est plus propre? Non, il y a beaucoup de débris aussi. Hein. Mais par contre, comme les autoroutes sont privées, je parle que des autoroutes, parce que les nationales, l'appréciation. Toutes les autoroutes, quasiment, c'est privatisé. Donc, c'est des sociétés privées qui gèrent ça. Donc, tu as les péages. Et ils ont du personnel. Donc, souvent, tu vois les camions. Régulièrement, tu vois les camions, ils s'arrêtent, ils ramassent. Voilà, ils ont du personnel. Donc, ça se voit moins, mais il y en a. Hein. Les zones de payage, c'est partout, là. Tout ce qui est autoroute. Ouais, c'est pour ça que tu peux. C'est compliqué parce qu'en plus, moi j'ai capoté quand je suis arrivé ici, les péages automatiques. Là, je dis à mes collègues, je passe le péage à 105, moi. Et en France, ils sont au 30. Ça ressemble à la. Oui, les plus. 30 km/h, certains péages, 30 km/h, mais sinon, c'est un poste de péage, tu es obligé de t'arrêter. Ah oui, ok. Donc, ça ressemble à celui de la 30, autrement dit. Ouais, c'est ça, sauf que nous, on en a plein. Donc, ton parcours, tu vas perdre du temps à chaque fois avec ces trucs-là. Ils vont peut-être y venir comme ici. Mais c'est vraiment dispendieux. Et c'est très, très cher. Okay. C'est très, très cher. Quand on part en vacances, on cherche souvent, on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait? On prend l'autoroute ou on prend les chemins de traverse? Bon, chemin de traverse, ça va prendre 8 heures pour y aller. Par l'autoroute, ça prend 4. Tant pis, va pour 8 heures. Sinon, pour 4 heures, heures, ça va coûter beaucoup trop cher. OK. Parce que c'est tout privé. Ouais. Donc, au niveau des autoroutes, la propreté, ça reste assez propre quand même, à peu près. Ça se voit peut-être moins en fait. C'est surtout ça. Mais par contre, sur les autres routes, les gens sont sales aussi, je pense. Moi, je parle pour mon cas. Quand je suis arrivé ici, moi, j'étais surpris de la propreté.
OK. Nous, ce qui aide, c'est qu'il y a une charrue qui pousse la neige puis qui shoot ça dans le fossé, mais c'est quand même propre. Que ça soit ici, que ça soit aux US, que ça soit... On a une image, on va dire, préconçue quand on est en Europe de l'Amérique du Nord. Je parle pas du Québec, mais parce qu'en en Europe, on parle beaucoup plus des US que du Canada. Ouais. Puisque d'un point de vue mondial, c'est eux qui ont un petit peu le monopole. D'ailleurs, on a une image préconçue des US où c'est des gens qui sont très fiers, c'est des gens qui sont... Il y a de la malbouffe, il y a de la saleté, il y a tout ça. Et en fait, moi, j'étais choqué quand je suis arrivé ici de voir comment c'était, alors que ça soit les US, mais même le Québec, le Canada en général, de voir la propreté, on a l'impression que, en fait, on dit que c'est des pays qui sont pollueurs, mais on a l'impression qu'il y a beaucoup plus d'écologie ici qu'en Europe. Déjà, d'un point de vue des forêts, de la déforestation, toutes ces choses-là. Ici, il y a des forêts, il y en a partout, mais qu'on aille jusqu'à New York, qu'on aille n'importe où, il y en a partout. Et on ne s'imagine pas du tout comme ça. Et moi, ça, c'était quelque chose qui m'a vraiment interpellé quand je suis arrivé ici, c'est de me dire, c'est propre. C'est beaucoup plus écologique que ce qu'on veut en dire. Puis même après d'avoir travaillé chez Belmar en plateforme de recyclage, quand j'ai vu tout ce qui se recyclait, toutes ces choses-là, en France, c'est juste on mettait le plastique d'un côté et puis le reste de l'autre. Et puis c'était... je trouve qu'au niveau du recyclage, ils recyclent beaucoup plus. Ah ouais, ok. Ici, c'est beaucoup plus éco-responsable. Ouais, on peut mettre beaucoup plus de choses dans le bac vert là, ici que... Pourtant, j'aurais pensé le contraire parce que justement, il manque d'espace là, en Europe. Ils sont tous un sur l'autre. Moi, c'est ma vision. Là. Non. Là, ils sont plus... on brûle ou on enterre. Mais... sans être, sans être péjoratif. Non. Mais c'est... moi, je le conçois comme ça. Après... C'est mon avis personnel, hein. Après je sais pas, je fais pas une généralité. Mais... Parce que en France, le bac vert, tu vas mettre papier, carton, métal, mais tu mettras aucun plastique. Hein. On recycle quasiment aucun plastique. Enfin, ça a peut-être changé, hein, mais moi quand je suis parti, on mettait quasiment pas de plastique. Hein. Oui, non, c'est vrai. En plus, je dis le plastique, mais non, c'était le papier. En fait. On avait un bac, carton, papier. Carton, papier, métal, là, les boîtes de conserve. Là, mais, pourtant, le plastique, il y en a tellement. C'est fou, tout est emballé là-dedans. Le reste, on mettait tout dans le même bac et ça partait à l'incinérateur. OK. Oui. OK. Puis tantôt, tu as dit la nationale, c'est quoi ça? C'est pas une autoroute? C'est quoi la différence? Oui. Ça, moi, en fait, les nationales, c'est les routes secondaires. C'est ce que vous appelez route secondaire. OK, ça c'est les nationales. OK. Ouais, mais après tu as aussi les départementales. En fait, c'est parce que la France, elle est pas découpée comme au Québec en fait, la France elle est découpée si un peu comme au Québec, il y a des régions. Mais après à l'intérieur des régions, il y a aussi des départements. Une région, on va prendre l'exemple, moi ma région d'origine, c'était dans le sud-ouest, c'était l'Aquitaine, il y a 5 départements dedans. Donc elle est découpée qu'en 5 départements. Et en fait, chacun a la gestion de... Comment dire? Par exemple, les routes départementales sont gérées par le conseil départemental. Donc, c'est le département qui paye pour l'entretien de ces routes, qui sont des petites routes. Après, il y a les routes régionales. Non, ça se fait pas, ça? Communales. Ouais. C'est juste les noms, autrement dit, mais c'est pas... Ouais. Alors, ça joue sur la taille. Une route communale, t'as du mal à te croiser, on va dire. En camion ou en auto? En auto aussi. Une route communale, enfin, souvent, ça fait la taille de ton camion. C'est quasiment ça à peu près en largeur. C'est bitumé, mais c'est bitumé, comme un trail de traverse. Quoi, c'est parce que ce que vous appelez les rangs ici, ça n'existe pas. Un rang, c'est une route communale. Mais plus petit. Mais c'est un peu ce principe-là, sauf que nous, toutes les routes sont bitumées en France. Je n'ai pas eu souvenir de... Pour le camionnage, vous orientez, est-ce que c'est... Il y a un GPS, ça c'est sûr, là, mais je veux dire, est-ce que c'est vous qui décidez de votre route ou c'est déjà prédéterminé de dire, vu que la courte... Non, c'est pas... PC Miler, ça n'existe pas. Enfin, moi, j'en ai jamais entendu parler. PC Miler, moi, j'ai connu ça que ici. Hein. Moi, je sais que... Non, c'est toi qui fais ton... Enfin, plus ou moins ton itinéraire, mais après, le seul truc que tu demandes à ton employeur quand il te donne un parcours, est-ce que je prends l'autoroute? C'est vraiment le seul truc qu'on demande. Ah ouais. Parce que l'autoroute est payante. T'as des parcours où t'as pas le choix aussi. Hein. Ils ont fait en sorte, t'as des parcours, t'es obligé de prendre l'autoroute. Parce que les autres routes sont interdites. T'es obligé de payer.
donc tu es obligé de payer. Mais certaines routes où tu as le choix, c'est ton employeur qui va te le dire. Non, prends pas l'autoroute, là on a un peu de temps, ou comment il a vendu le truc aussi, je sais pas. Il y a sûrement plusieurs paramètres qui rentrent en ligne de compte, mais quand il peut, vu les coûts de transport en France, s'il peut te faire éviter l'autoroute. C'est sûr qu'ils sont élevés, moins qu'on fait de millage, plus que c'est cher. Et puis ça équivaut. En fait, nous, de prendre l'autoroute ou pas l'autoroute, c'est comme si on se posait la question, est-ce qu'à Toronto, on prend la 407 ou on prend pas la 407 Et, en fait, c'est sensiblement la même question. Puis la 407 en Ontario est tellement dispendieuse pour le petit peu qu'on passe pas là. Et donc, c'est à peu près équivalent. Quoi, que prendre l'autoroute en France, c'est se poser la question de prendre si on prend la 407 ou pas. Ouais. OK. Puis je vous ai vu, parce que j'ai vu que tu as acheté un nouveau pick-up, là, puis j'en ai parlé un petit peu avec Guillaume avant d'arriver, mais tu sais, juste mais pas le rêve américain, là, mais comment je pourrais l'expliquer, c'est, nous, là, on embarque dans un pick-up, puis depuis qu'on est tout petit, là, c'est normal. Là. Moi, en plus, comme j'étais venu ici pendant 15 jours, et je capotais, moi, j'ouvrais ma fenêtre quand j'entendais un pick-up qui passait. En plus, il y en a qui aiment bien faire un peu de bruit, quoi. Donc, c'est pas possible. Puis un V8. Un V8 en France, c'est pas possible, un V8. Donc, non, moi, quand je suis rentré, quand on arrive au Canada, il me faut mon pick-up, c'est sûr. C'est le premier véhicule que je vais acheter, c'est un pick-up. Et c'est vrai, je vais discuter avec des Québécois, ils disent c'est fou ça, vous les Français, quand vous arrivez, vous voulez un pick-up. Il y en a pas en France. Je connais pas un Français au Québec qui n'a pas eu un pick-up. Ben moi, en embauché, là, on est rendu à 6, je pense. Je les ai tous vus arriver avec un pick-up à un moment donné, puis là, je suis comme, pourquoi? Moi, je me suis dit, c'est peut-être les vendeurs, quand ils voient un Français arriver, dire hey, viens ici, mon homme, là, je vais te vendre le pick-up, puis je vais faire un bon deal. Là. Mais c'est vous vraiment qui veut avoir un pick-up, là, parce que en Europe, il doit en avoir qui importent des véhicules américains. Il y en a, moi, j'en connais 2 en France qui le font. Mais c'est sur Paris, un sur Lyon, mais c'est très, 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 très cher. OK. Il y a un business à faire. Ouais, mais après, c'est ce que j'allais dire. C'est très cher de les mettre aux normes après en arrivant. Pourquoi? En Europe. Parce que les normes ici sont pas les mêmes qu'en Europe. Pour les impacts et ces choses-là ou... Non, même sur des trucs tout bêtes, la lumière, les couleurs de lumière, sur les flashers. Par exemple, les flashers arrière sont orange et pas rouge. Hop, crime, je ne savais même pas. Ouais. Si. Après, les répétiteurs, c'est obligatoire. Après, c'est quoi ça, des répétiteurs? En fait, sur ton aile avant gauche et droite, tu vas mettre un petit clignotant. Un petit flasher. Un petit flasher. Quand tu mets ton clignotant, il flash. Oh, mais il flash déjà dans ton flasher en avant? Oui, il flash en avant, il flash sur le côté et il flash en arrière. Ah, OK. Et ça, c'est obligatoire. Donc, c'est beaucoup de choses à faire pour mettre... OK, je savais pas. Et puis après, au niveau des papiers, nous, les véhicules français ont ce qu'on appelle une carte grise. Donc, ils sont déclarés en préfecture. Et cette carte grise, c'est comme la carte d'identité du véhicule. Okay. Et ça, pour le faire, c'est pareil. Ça prend un coût, ça prend tout un tas de choses. Après, moi, je me suis jamais trop plongé sur la question d'exporter des véhicules. Je sais juste qu'on m'a toujours dit, c'est très cher. Donc, faut pas. Mais au prix où ils les vendent, si tu le fais toi-même, tu peux importer. T'importes un véhicule d'ici, tu vas le revendre plus du double. Plus du double là-bas, c'est sûr. Triple même sur certains véhicules usagés, c'est... Fait que là, en arrivant ici, ça prend un pick-up. Un V8. Un V8. Tant pis pour la consommation, tant pis pour tout. Ouais, puis il y a ça aussi. C'est vrai qu'en France, on roule quasiment 90%, 95%, c'est des diesels. Ah, c'est encore beaucoup diesel là-bas? C'est pas très cher. C'est que le diesel est beaucoup moins cher que l'essence. Oui. Au niveau de la pollution, on nous dit que ça pollue beaucoup moins. Donc, on roule sur du diesel. Ah, OK. On roule sur du diesel et le prix du carburant est très, très cher en France. Donc, ici... Les salaires, est-ce que c'est différent comme camionneur? Est-ce que c'est... Tu sais, le taux horaire, est-ce qu'une fois que c'est de l'inflation? Ça serait sensiblement la même chose, sauf que le coût de la vie est moindre ici. En fait, on s'autorise, on a un confort de vie qui est plus intéressant ici que ce qu'on avait, en France. À revenu équivalent, le coût de la vie...
revient plus cher en France. Puis c'est pas géré de la même manière non plus, puisqu'en France, le salaire, c'est mensuel, c'est pas à la semaine. Ah, OK. Ouais. Je savais pas ça. Donc tu l'as qu'une fois à la fin par du mois. Ah oui. Et il faut payer toutes ses charges, payer tout ça, puis après arriver à se dire, bon, maintenant, voilà, il me reste ça, et il faut tenir jusqu'à la fin du mois. Vous êtes sûrement bien meilleur pour faire un budget que nous. Tu sais, s'il faut vous budgéter un mois, là. C'est-à-dire qu'en fait, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on a peut-être une vision sur le lointain qui est plus loin, en fait, qu'on pourrait avoir ici. C'est-à-dire qu'on se projette beaucoup plus dans l'avenir, parce qu'on a toujours été habitué à justement se projeter dans l'avenir, parce qu'on se disait, et là, on a payé les charges et tout, si le char est brise, il va falloir pouvoir payer, exact. Mais après, il va falloir pouvoir attendre la prochaine paye. Et, on avait moins la chose de se dire, bon, là, on est sur cette fin de semaine, il y a ça qui arrive, c'est pas grave, jeudi prochain, il y a l'autre chèque de paye qui arrive et c'est reparti. Donc là, il fallait arriver à budgéter davantage. Donc, je pense ça nous a amené à avoir une vision peut-être plus lointaine et plus sur du prévisionnel que sur du... Non, c'est clair, parce que moi, là, peut-être un 4-5 ans, on avait eu un problème avec les payes, il n'avait pas été déposé le soir, ça avait été au lendemain. Fait qu'on avait repoussé je pense que c'était 8 heures le dépôt normal, c'était à minuit, puis là, ça allait à 8 ou 9 heures dans la journée pour déposer. Puis on avait eu beaucoup d'appels de camionneurs pour dire, là, tous mes prêts viennent de rebondir, ça n'a pas passé. Là, je suis tabarouette, vous marchez à la semaine près. Vous n'avez pas de côté, vous n'avez rien de planifié, là, puis c'était déjà la panique. Fait que vous, à un mois, là, je n'imagine même pas ici qu'est-ce qu'on peut faire. Et puis, même là, à 8 heures, ça avait décalé. Moi, j'ai travaillé dans des compagnies en France où, des fois, il y avait un problème sur la paye, ça allait décaler d'une semaine. Ouais. Donc, ça faisait un mois, une semaine. Ça faisait plus un... c'est fou, pas un 8 heures. Et là, il fallait arriver justement... Quand t'es juste, ouais. Mais oui, ça, des fois, on disait je ne sais plus qui c'est qui disait, les fins de mois sont difficiles, surtout les 30 premiers jours. Mais, mais c'était... il fallait arriver à tenir, arriver à se budgéter comme ça. Et c'est vrai que c'était pas... Enfin, je vais pas faire le chialeux à dire c'est pas tous les jours facile, mais c'est vrai qu'il y avait des moments où quand tu avais un coup dur qui arrivait, tu savais qu'après il fallait tenir jusqu'à la fin du mois, donc essayer d'en avoir un peu sous la pédale, mais c'est vrai qu'ici, d'arriver ici avec une paye à la semaine, waouh, ça fait du bien. Crème, Et on était dans le vraiment loin, là. Je me souviens dans le temps de mon père, des fois c'était aux 2 semaines, il y avait une semaine d'arriérage, puis c'était aux 2 semaines. Mais ça fait... Moi, j'ai toujours travaillé à la semaine, puis même, les brokers ou les employés, souvent avec leur propre camion, il y a des compagnies qui les payent à la semaine. Fait que quand tu es une compagnie, tu es payé à la semaine. Fait que c'est plus rapide. Peut-être ça l'encourage peut-être plus à dépenser... justement, mettre le divan temps par semaine, parce que c'est ça qu'on voit, là. On se fait dire, crème, ça va te coûter 5 $ par semaine, c'est rien. Mais une fois que tu en accumules plusieurs, il ne te reste plus grand-chose sur ta paye. Hein. Oui. Après, le fait de calculer... nous, tout est basé... tout est mensuel en France, du fait que ton salaire est mensuel. Ton crédit est mensuel. Aussi. Tu achètes une voiture, on va pas te dire... là, on entend beaucoup les publicités pour 100 $ semaine. Non, en Europe, on va pas te dire ça. Hein. Non, on l'a pas. Parce que ça parle pas, en fait. Non, c'est ça, exact. On va te dire... donc, peut-être que ça te parle plus sur ton salaire mensuel. Si on te dit, ta voiture, elle va te coûter 500 € par mois, ton loyer 1000 €. Si tu as 2000, tu dis, tiens, j'ai déjà 1500 qui parlent. Hein. Donc, il me reste 500 pour acheter à manger et les autres choses. Donc, ça va peut-être plus te parler. Quoi. Vos premières neiges en camion, comment vous les avez vécues? Parce que de vivre quelque chose tranquillement. C'est ça. Moi, en fait, je me suis basé. Étiez-vous coaché ou aviez-vous quelqu'un dans votre entourage pour dire, hey, je peux-tu. Moi, non. Donc, après Bellemare, je suis passé dans une autre compagnie de transport et il y avait quelques Français dedans. Et je ne suis pas venu ici pour m'entourer de Français, mais. Quand on a tendance à vivre les mêmes expériences, donc forcément ça rapproche. Ça rapproche parce qu'on se dit, et puis toi, comment t'as fait, Donc on s'est rapprochés et c'est vrai que j'avais cette chance-là, c'est qu'il y en avait un, ça faisait
quelque chose comme 8 ans, je crois qu'il est là, quelque chose comme ça. Et ce qui fait que je l'avais souvent au téléphone et il m'expliquait, il me disait slack un peu, vas-y. Et après, il me disait, bah, tu fais à ton rythme, comme toi, tu te sens. C'est pas grave si tu vas pas plus vite, tu fais à ton rythme. Donc j'ai appris comme ça. Puis un beau jour, j'étais pris sur une tempête de neige en Pennsylvanie. Je roulais, j'avais tous des chars en arrière de moi. Je me disais, il n'y en a pas un qui me passe, donc c'est que ça doit être bon. Puis à un moment, il y a un truck qui m'a passé. Et là, je dis, bah non, c'est moi qui vais doucement. Alors, je dis, mais ouais, mais bon, je me sens bien comme ça. Puis 5 minutes après, il était entre les deux voies de l'autoroute. Il s'était mis en jackknife. Ouais. Et quand je l'ai vu, je dis, bah non, c'est lui qui était trop vite. Et bah, on va continuer comme ça. Puis, et puis c'est comme ça que ça... Parce que pour nous, là, on l'oublie. On l'oublie que même les nouveaux camionneurs, ben, ils ont conduit leur auto au pire dans la neige. Fait que c'est pas, quelque chose de nouveau là, pour eux. Ben, oui, on les encadre, mais pas tant que ça. Le meilleur exemple, là, je vais me permettre une petite anecdote avec toi, là, mais je sais pas si tu te souviens pour ton road test que tu avais passé ici, puis c'était avec mon frère. Si, je m'en souviens très bien. C'est dans une tempête de neige, puis là, d'accord. Oui, il y avait de la neige partout dans le chemin, puis je fais faire normalement, c'est moi ou Maryse, la RH, qui fait les road tests. Puis on était occupés, je me souviens plus pourquoi, ça marchait pas, puis c'est mon frère qui est mécanicien ici dans le garage qui fait le road test. Mais on oublie de lui dire c'est quoi le chemin. Fait qu'on se dit, il sait c'est où, il faut qu'il vire à telle place, puis il embarque avec Guillaume, puis là, il se trompe de chemin. Mais plus loin, dans le chemin, il y a une méchante côte. Là. Ça descend beaucoup, mais après, ça monte beaucoup. Fait que je me souviens que mon frère, il disait, crème, tu sais, je comprends pas, il swingait pas. Tu sais, il voit la côte, là, pourquoi qu'il swing pas? Pourquoi qu'il sait pas? Je vois, mais c'est dans ses premières fois sur la neige. Nous autres, c'est dans notre tête que si tu veux monter la côte, il faut que tu arrives avec une méchante swing, mais là, tu es dans la neige, puis là, ça avait resté pris dans la côte. Il a fallu que mon père aille avec le loader pour pousser le camion pour monter. Ah, quand même. Ah oui, puis là, je me disais, c'est une catastrophe. C'est sûr que Guillaume vient pas chez nous, il se dit, quelle compagnie tout croche. Et non, parce qu'à l'inverse, moi, je le vis différemment. Alors, peut-être avec ma mentalité de Français, c'est que je viens pour un road test. Pour moi, je veux intégrer cette compagnie-là. Je vois pas d'autre solution. Donc, moi, j'arrive, je me dis, je vais essayer d'avoir une conduite comme à l'école, quelque chose de tout souple et tout ça. Donc je fais ça et puis je vois la côte et là je commence à monter, puis là je vois mon RPM qui monte et mon compteur de vitesse qui descend, et là je me suis tourné vers votre frère et puis j'ai dit bah là il y a un problème, hein, c'est que ça on va pas aller jusqu'au bout, ça va pas y aller. Mais après c'est vrai que moi, quand j'ai pris ma descente, pour moi, je la prenais conduite sécuritaire, toutes ces choses-là. Puis forcément, ça n'a pas monté de l'autre côté. Non, exact. C'est ça. Mais après, c'est les expériences. Après, c'est ça, hein, c'est que la neige, comment on l'a vécu, c'est que je pense qu'on la vit tous plus ou moins pareil, c'est on la vit prudemment. Et puis on l'appréhende et on l'apprend petit à petit. Moi, je suis parti sur... Je n'avais jamais roulé sur la neige, hein, même en Europe. Hein, donc, moi, je suis parti sur... je vais observer comment font les autres. Comment ils se comportent. Et puis j'avais aussi des collègues qui avaient déjà connu la neige et qui disaient, fais comme ci, fais comme ça, dans ces situations-là. Mais c'est jamais la même situation, en fait, avec la neige. Non. C'est ça qui est fou. Mais non, puis tu sais, j'ai pas vu dans... Il faut rester humble, en fait. Il faut rester humble. Moi, le meilleur conseil que je peux donner à tout le monde, c'est de mettre l'orgueil... justement dans le lit en arrière là. Puis tu te fais doubler, c'est pas grave. Exact. C'est pas une course. Si toi tu le sens pas de suivre, bien sûr qu'il y a des cadors, enfin entre guillemets des cadors ou peut-être des inconscients qui roulent vite sur la neige. Tant mieux pour eux, je veux dire. S'il leur arrive rien, tant mieux pour eux. Oui, puis l'expérience fait qu'on va être capable de tenir. Oui, c'est ça, exact. Puis à le vivre, en tout cas à l'interne, là, dans la compagnie, avec le petit peu de personnes qui viennent de l'Europe, là, présentement, crime, vous avez... L'hiver, vous avez moins d'accidents ou moins d'accrochages que nos gars d'ici qui commencent. Puis là, ça, je me le questionnais, puis j'étais comme, pourquoi que ces deux personnes qui rentrent dans la première neige en camion, mais c'est que nous, les gens, justement, ils voient leur père ou ils voient leur frère, ils voient tout le monde en se disant,
tabarouette, ils le font à cette vitesse-là. Moi, je ne suis pas pour slacker. Là. Tout le monde roule le 100 km/h dans la neige. Puis justement, j'étais un Québécois, j'étais habitué d'être dans la neige. Je vais rouler. Puis moi, même quand j'ai commencé à être camionneur, ben, c'était mon père a conduit des camions toute sa vie. Là, fait que je sais la vitesse, j'ai embarqué avec lui là, quand on allait dans la neige. Là, fait que, mais c'est pas une course. Puis même je l'ai calculé souvent, puis je l'ai montré souvent à ma gang ici. La vitesse sur l'autoroute, même si tu es à 10-15 km/h de moins, au final, ça fait pas grand-chose. Non. Fait que même si tu roules pendant 1 heure à 20 km/h de moins, c'est 20 km de moins. Mais 20 km, c'est pas long à faire en camion, ça va te prendre 15 minutes. Fait que tu vas peut-être avoir perdu 15 minutes sur 1 heure, mais crime, c'est bien plus sécuritaire. Oui, parce que je sais pas combien de fois que plus jeune, j'ai conduit avec les wipers pleins de glace, tu vois pas en avant, t'es dans le brouillard, puis là, t'as des trucks qui passent en avant, t'en suis un, là, puis tu roules 80-90, puis moi, ce qui m'avait fait prendre conscience, c'est justement d'arriver dans un accident, puis là, toucher au frein, puis faire « Oh non! Oh non! » Ça brique pas, t'as rien, là. Puis j'ai été chanceux, j'étais capable de passer à côté, mais ensuite, je me disais, si ça vient qu'à arriver, je vais être capable d'arrêter pour pas faire comme dans toutes les vidéos qu'on voit sur YouTube, du camion qui rentre dans le tas, puis que... Oui. Tu vas t'en vouloir toute ta vie d'avoir pris la chance d'être dans la neige. Hein, c'est ça, en fait, ouais, comme tu dis, il faut rester humble, en fait, et pas... des fois, savoir rester à sa place. Ton ennemi, c'est la confiance. Ben oui. Mm-hmm. Donc, une fois que tu as confiance... Il faut s'écouter. Mm-hmm. Il faut s'écouter. Moi... Ouais, j'ai eu peur. J'ai déjà eu peur sur la neige, notamment l'année passée. Et je pense que mon dispatch, il s'en rappelle encore, parce on avait débriefé le lendemain. Mm-hmm. J'avais pogné une tempête de neige dans le New Jersey, c'était la 78, je crois, de mémoire. Et c'était une belle grosse tempête de neige. Et j'ai peut-être fait 25 km en 1h30, quelque chose comme ça, à passer entre les chars, parce qu'eux se mettaient à patiner dans la côte, mais moi je voulais pas m'arrêter pour pas rester pris. Et j'étais pas bien, j'avais un de mes chums au téléphone, parce que j'avais besoin d'extérioriser ce que j'étais en train de vivre, quoi. Pour moi c'était dur, et en fait je voulais arriver à me parquer quelque part, mais pas sur la bande d'arrêt d'urgence. Je dis, sinon demain quand il va avoir déneigé, je serai pris, je pourrais pas repartir. Exact. Donc je voulais absolument arriver à aller quelque part, mais là c'était, j'y allais tout doucement, et puis je vais voir, tant pis, il y a le log électronique, ok, mais je suis dans une tempête de neige, si je dépasse, mais je ne vais pas prendre des risques pour quelque chose qui est censé m'apporter de la sécurité, mais qui là c'est à l'inverse. Donc mais là j'avais eu peur. Une fois que j'étais parqué, j'étais fier de moi. Je me suis dit, je l'ai fait. Et ce qui fait que le lendemain, j'ai pu repartir, j'ai pu aller livrer le client. Le client n'avait pas déneigé sa cour parce qu'il pensait qu'il n'aurait aucun truck qui arrive. Et moi, je suis arrivé tout fier de moi. Désolé parce que j'avais 1 heure de retard sur la livraison. Et en fait, il m'a dit, non, on ne pensait pas voir arriver de camion aujourd'hui. Mais c'est des choses... c'est la neige. Mais après, sur le moment, ça fait peur. Puis après, on est fier... On est fiers de se dire on l'a fait. Là, surtout c'est les premières neiges en fait. Faut que tu te réhabitues en fait. Mais même j'avais discuté avec des Québécois. C'est ce qu'il m'avait dit. Il m'a dit les premières neiges. Il faut retrouver les réflexes. Exact. Parce qu'on a roulé tous les printemps, tout l'été normal quoi. Ouais. C'est les plus coulantes, les plus glissantes, là, c'est les premières parce que justement l'asphalte ou le sol est encore un peu chaud. Fait que quand il neige, ça fond, ça fait beaucoup plus de glace, puis de la neige en camion là, est vraiment plus glissante au début de l'hiver. En tout cas, de ma part. En terminant, parce que je vois que ça fait déjà 1h40 qu'on parle, puis on a un petit barbecue à faire dehors. En terminant, chacun, je vais commencer avec le plus jeune. Qu'est-ce que tu dirais à un de tes amis français comme conseil pour qui veut s'en venir ici? Puis c'est quoi tu lui donnerais, ou de l'avertir de quelque chose ou de dire quelque chose, ou qu'est-ce que tu donnerais comme un de tes amis qui... plus jeune, parce que ça lui laisse le temps de je me dis, faut être poli avec... c'est ça, qui est plus long. Bien sûr. Qu'est-ce que je dirais de laisser sa fierté de français déjà de côté, parce que quand on veut aller quelque part, il faut pouvoir s'intégrer, il faut être ouvert, et puis pas arriver en terrain conquis. Qu'est-ce que je lui dirais Je peux te faire une parenthèse là-dessus? Quand on a commencé à engager des Français, le stéréotype français, nous, qu'on a, là, c'est parisien.
Oui, exactement. On a juste cette personnalité-là de très hautain, d'arriver ici, là, puis de gérer notre business, là, de venir gérer nos choses. Puis c'était. Puis moi, l'honneur de leçon. Oui, puis tu sais, moi, je suis quelqu'un qui. Mieux que vous, j'essaie toujours de pas juger tout de suite à la première approche ou de mettre déjà dans une boîte la personne puis de dire ah, toi, t'es comme ça, c'est sûr, t'es un Français. Puis pour vous nuire, là, le premier qu'on a eu était drette comme ça. OK. Ce que j'ai dit ici, là, des Québécois, là, on n'est pas fiers de toute la gang. Il y en a qu'on voit aller, puis qu'on est comme tabarnouche, j'en reviens pas que je suis Québécois comme toi, mais c'est la même chose dans tout. On reste humain. Là, fait que... en France aussi, on en a des Français où on les regarde et on se dit oh là là. Mais ça, le problème, en fait, cette image-là, justement, je ne vais pas faire mon chialeux non plus à dire aimez-nous, mais on en souffre aussi parce que, et c'est justement pour ça, par exemple, quand je disais au début du podcast qu'on ne voulait pas aller à Montréal, parce que justement, on ne voulait pas retrouver ce type de Français-là. Parce qu'il y en a qui sont comme ça, qui viennent en terrain conquis, qui viennent en... J'ai de la chance parce que le peu de Français que j'ai rencontrés ici, on est du même avis, on se comprend. Mais c'est vrai que c'est l'image qui est donnée. Donc c'est pour ça que je dis un Français qui voudrait s'en venir ici, si c'est un de mes chums de France, il le sait, mais si c'est quelqu'un que je connais pas, je lui dirais écoute, laisse ta fierté de côté, viens pas en terrain conquis, on t'attend pas ici en super-héros. Oui, il y a de l'emploi, oui, il y a de l'ouvrage, mais on n'attend pas après toi pour venir sauver et relever le Québec. Il n'y a pas besoin de le relever, en plus, c'est déjà bien. Mais de laisser sa fierté de côté, de laisser son... Enfin, c'est important d'avoir de l'ego, mais de tempérer un petit peu. Okay. Et puis de s'adapter, renseignez-vous bien avant de venir. C'est pas forcément toujours... Arrivez pas en manteau. Voilà. Au mois de mai, il n'y a pas besoin d'avoir un manteau d'hiver. C'est bon. Et puis après, de dire quoi soyez respectueux en venant. C'est un pays qui vous accueille, c'est un pays... pour moi, c'est comme ça que je le vois, quoi. Enfin, c'est au même titre que quand on était en France, on avait des immigrés qui venaient en France. Ouais. Ah bon ? Oui, beaucoup. et si on avait eu un immigré en France qui venait nous voir en nous disant oui, mais moi, chez moi, c'est mieux, oui, mais nous, on fait comme ça, qu'est-ce qu'on lui aurait dit ? On lui aurait dit écoute, rentre chez toi alors. C'est ça. Donc, pas venir ici en faisant ce qu'on n'aurait pas aimé qu'on fasse alors qu'on était en France. Il faut s'adapter. On vient dans un pays, on parle la même langue. À peu près, il y a des nuances, on va dire, mais on s'y est habitué. Ouais. Mais c'est une culture qui est complètement différente. Enfin, de ce qu'on voit, je pense que tu es du même avis qu'on en a déjà parlé. Mais après 2 ans et demi passés ici, la culture est complètement différente et les us et coutumes, les mœurs sont différents. Donc il faut avoir une certaine ouverture pour s'adapter et puis pour comprendre que... c'est exactement et de se dire que pourquoi je dirais c'est mieux chez moi, qui je suis pour dire que moi c'est mieux et ailleurs c'est moins bien. Il n'y a rien qui dit ça. C'est au même titre. Qu'est-ce que je fais là si c'est mieux chez moi? Exactement. C'est le même titre que pour tout, quoi. C'est comme c'est des discussions qu'on peut avoir sur tout type de sujet, que ce soit même les parents. Je veux dire, ma mère qui va me dire fais ci, fais ça pour élever ton enfant. Mais qu'est-ce qui me fait dire que ce que toi tu me dis c'est mieux que moi, il n'y a pas de mieux. Donc, il faut arriver avec une certaine ouverture d'esprit et puis se dire que voilà, on n'est pas un terrain conquis, on n'est pas chez nous. On espère qu'un jour, ça puisse le devenir, de se dire, moi, je me sens chez moi, mais j'espère qu'un jour, les gens autour puissent aussi, vous intégrer, aussi assumer et dire que je suis chez moi. Ouais. Mais ça prend des concessions, ça prend de l'ouverture d'esprit. Et moi, c'est ce que je dirais. Après, on n'a pas. J'ai jamais ressenti mais ça dépend aussi du comportement qu'on a. Mais j'ai jamais ressenti de mauvaises ondes avec les. Ben non, parce que voilà, on a acheté une maison, on a été avant locataire. Quand on rencontre les gens, on leur dit qu'on est français, parce qu'on n'a même pas besoin de leur dire, on a juste à parler. Oui. Jusqu'à ce qu'on parle, ça se voit pas. J'ai jamais senti des visages se refermer en disant que j'étais français. Au contraire, souvent ils sont curieux. Ah bon, pourquoi vous êtes venu? Vous étiez où en France? Après, créer une amitié, c'est peut-être un peu plus compliqué, ce qui est normal. Mais j'ai jamais senti vraiment je trouve qu'on est quand même assez bien accueillis. Je parle pour moi, mais c'est vrai que
Après, moi, je suis comme Guillaume, je reste en arrière par rapport à la France. J'arrive pas avec ma grande gueule en disant mais pourquoi vous faites ça comme ça, vous? Et pourquoi c'est comme ça? Non, je suis pas chez moi ici, je le sais. Je sais que je suis... moi, je regarde toujours dans ma tête, je suis un immigré ici. Et tant que j'aurai pas la citoyenneté, je reste un immigré, c'est pas mon pays, je souhaite que ça le devienne. Mais voilà, faut rester... je suis pas chez moi, donc j'apprends. Chaque jour, j'apprends comment vivent les gens, ce qu'ils font, et j'apprends à vivre... plus ou moins comme eux. Je garde ma part de français, forcément, je peux pas l'enlever. Je resterai français toute ma vie quand même. Oui. Mais avec ce qui n'est pas un désavantage, parce que la parenthèse que j'ai fait, c'était le premier de tout. C'est ça qui... Puis après, là, je dis, on reste pas avec ça. Ça peut être comme un Québécois. Puis là, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, puis là, on est comme, wow! Là, on découvre un peu plus le beau côté. Je pense que c'est le bon côté parce que, tu sais, en tout cas, nous autres, quand on voit des reportages, mettons, ailleurs sur les Québécois, on va souvent montrer le gars avec le chapeau de castor, puis le gars qui sacre, puis qui va à la chasse avec un 12 pompes, puis là, tu sais, il y en a plein de gens qui font pas ça ici, là, tu sais, moi, j'ai jamais chassé de ma vie, là, fait que c'est pas... on reste... Oui, c'est ça, on reste avec des stéréotypes. Je leur dis à mes compatriotes, comme ils disent, c'est comment la vie ici, je dis, tu sais, l'hiver, ils vivent sous la terre et ils écoutent Céline Dion en boucle. Ah oui, voilà, c'est vrai, Céline Dion, ça, oui. Vous êtes Québécois, vous connaissez Céline? Non, je la connais pas, Céline. Mais ouais, non. Mais on a tous, comme en France, on a le cliché de la baguette et du béret. Du béret, exact. En France, moi, j'en ai peut-être pas vu souvent des gars avec... si, dans des folklores, on en voit. Oui. Mais voilà, après, il y a des images comme ça qui... Cool. Hey, merci beaucoup pour ce beau podcast. J'ai l'impression que ça vient de commencer, puis ça fait 1h45 qu'on parle. C'est vrai que ça fait plaisir. Puis... justement, si vous avez d'autres choses ou d'autres commentaires dans le podcast, si vous voulez avoir d'autres sujets ou comme ça, là, moi j'en parlerai on va aller en parler encore dans le barbecue, là, parce que moi c'est un sujet qui m'attire puis que j'aime, puis je vais y aller en Europe pour aller voir, c'est assuré, puis vous me direz où pas aller ou les places où aller, mais que j'y aille. Ouais. Fait que prochain podcast, justement, comme je disais, ça va être des podcasts avec des jeunes entrepreneurs. On va essayer d'en faire 2-3. Là, présentement, les jeunes entrepreneurs sont tous dans le jus cet été. Fait que ça va sûrement aller peut-être plus un peu vers la fin de l'été. Mais merci, Mathias et Guillaume. C'était vraiment très généreux. Merci beaucoup.